Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, merci à mon ami et à mon collègue Dr Mehdi Al-Arbi. Euh, je ne peux pas ajouter grand-chose par rapport à l'huile d'olive après l'excellente, brillante présentation de Dr Mariam. Je ne suis pas là pour parler que de l'huile d'olive, mais pour la valorisation de l'huile d'olive. Je suis oncologue spécialisé dans le développement des médicaments et pour répondre à la dernière question, Mariam a dit quelque chose de très important, que le hot topic aujourd'hui, les tendances, et ce n'est pas à partir de Covid, mais c'était avant. Covid, il a juste accéléré en fait. C'est de parler de la nutrithérapie ou tout ce qui est nutriceutique ou la nutraceutique. Donc les médicaments, les aliments médicaments ou les alicaments. Et ça a commencé comme tendance depuis 2010, depuis qu'on a séquencé les génomes humains. Mais jamais de la vie, on compare deux médicaments de même classe thérapeutique ensemble. J'essaierai de faire la comparaison entre ce qui se passe comme dans les médicaments qu'on doit faire par rapport à l'huile. Ce n'est pas une comparaison physico-chimique, mais une comparaison sur l'effet. C'est impossible, c'est interdit. Éthiquement, et ce n'est pas possible de le faire. Vous pouvez comparer des huiles par rapport à la composition physico-chimique pour la simple raison que chaque population, et par la nature, son système, que ce soit métabolique, que génomique et surtout épigénétique, elle est adaptée à ce qu'elle consomme et ce qui existe dans sa nature. Et c'est pour cela, lorsqu'on parle de l'huile d'olive tunisienne comme exception, peut-être ses qualités sont beaucoup plus adaptées aux consommateurs méditerranéens. C'est un peu plus difficile lorsqu'on parle de gens nordiques, par exemple. L'huile d'olive tunisienne comme une spécificité, je souhaite partager avec vous tout ce que je sais à propos de l'huile d'olive avant de passer à ma présentation qui va se focaliser beaucoup plus sur la nutrithérapie et l'alicament. Donc, pour l'huile d'olive tunisienne, en 2020, j'étais à Genève, j'ai dirigé une clinique qui s'appelle Clinique des Vergers. J'étais CEO de Clinique des Vergers, j'étais très proche du secrétaire d'État à la santé de Genève. Et on était invité chez un ami, donc à lui, qui est basé à Ligano, donc une région frontalière avec l'Italie. Et le monsieur qui nous a invités, il a pensé que j'étais corse. Mais lorsque je lui ai dit que je suis tunisien, il m'a dit « Ah, tu es tunisien, moi je suis d'origine italienne et toute ma fortune, je le dois à la Tunisie. » En fait, j'exporte l'huile d'olive tunisienne au Japon, l'artichaut tunisienne, et aussi j'ai fait des vins à partir des vignes tunisiennes de Gabon. Et toute ma fortune, c'est la Tunisie en fait. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose à faire car nous, on ne sait pas valoriser ce qu'on a correctement. Aujourd'hui, je vais vous parler, c'était difficile de parler de l'huile d'olive avec des experts de l'huile d'olive. Je vais terminer par ce que je peux faire de l'huile d'olive comme médicament. Et malheureusement, on ne fait pas de recherches en Tunisie. On ne fait pas de vraies, je suis désolé, de vraies transformations et de vraies études, car personne ne va les faire à notre place. Aujourd'hui, Mariam a dit quelque chose de très important, que Covid, il y avait quelque chose après Covid. Covid a semé des doutes. Covid a semé les doutes que tout ce qu'on connaît médicalement, c'est faux, en fait. Et vous avez vu, même l'OMS a publié, parmi les raisons de l'échec pour contenir Covid, c'était la pauvreté scientifique de la formation médicale. Aujourd'hui, je suis père de la médecine de précision. Je suis le premier qui a commencé à parler. D'ailleurs, c'était lors des journées que Mehdi a organisées à l'ISBS. Et depuis 2016 que j'ai présenté à propos de la médecine de précision, mais aujourd'hui on a dépassé la médecine de précision. Je suis en train de militer pour ramener l'intelligence-based medicine à la place de l'evidence-based medicine. Je vais vous présenter pourquoi. Donc, Covid a semé les doutes. Mehdi m'a dit aussi de parler de ces régimes, entre parenthèses, d'un docteur égyptien aussi. Mais je vais vous parler de l'huile d'olive. Lorsqu'on parle de l'huile d'olive et on parle que l'huile d'olive, il ne faut pas utiliser plus qu'une cuillère par jour, cuillère à café par jour, mais sur quelle étude? En fait, toutes les études qu'on a faites à propos des aliments, avant qu'on commence à parler de nutrition, c'est des études observationnelles qui remontent aux années 90, mais qui n'ont aucune valeur au niveau des épreuves scientifiques. On ne pourra pas même les classifier. Vous savez, dans les données médicales, on classifie niveau A,
à partir de laquelle on a des recommandations internationales à suivre, niveau B, niveau C. Mais pour les études à propos des aliments et des nutrition, ils n'ont aucune classification. Ça veut dire que le niveau d'épreuve, il est rien du tout. Et c'est pour cela, la nutrition comme science, c'est une science nouvelle, qui n'est pas une science, la médecine c'est pas une science exacte, la nutrition encore, c'est pour cela on voit des coachs de nutrition, des nutritionnistes, il y a même des diplômes qui ne sont pas, vous savez, les diplômes ou l'exercice des nutritionnistes en Europe, il n'est pas validé. Ça veut dire, à part le médecin qui ont fait un cursus dans des créneaux, des diabétos, on n'a pas la notion des nutritionnistes, c'est une notion nouvelle, c'est des sciences nouvelles qu'ils ont. Avant, c'est les biochimistes qui font des métabolismes, mais avant aussi, le métabolisme, on pense que la mitochondrie, elle va faire des cycles de Krebs tout seul, elle oublie de faire de l'autre côté des acides gras, des cycles des acides gras. C'est pas possible. Le corps humain, il fait tout en même temps. Il continue à sécréter des hormones, des stéroïdes à partir du cholestérol, mais le foie, il continue aussi à interagir avec l'LDL, le HDL. C'est encore un autre point. Lorsque je vois des confrères cardiologues qui parlent low density lipoprotein, c'est le mauvais cholestérol. Non, ou HDL comme le bon cholestérol, tout ça c'est nuancé et c'est pas vrai. Et les sciences d'aujourd'hui nous permettent de dire que c'est pas vrai. L'LDL il est aussi important que l'HDL. Et l'LDL, son rôle, c'est de distribuer le cholestérol fabriqué au niveau du foie par rapport aux cellules. Donc ça c'est mon disclaimer, c'était juste une introduction pour rentrer dans le sujet. Ça je suis obligé de présenter mon disclaimer et de dire que je suis oncologue avec un PhD en biologie moléculaire et développement de médicaments cancéreux, anticancéreux. J'ai passé plus que 20 ans dans deux postes stratégiques dans le grand pharma, dans le développement des médicaments. Je suis le médecin européen qui a développé le plus de médicaments anticancéreux les dernières 20 ans. 11 médicaments, dont 9 standard of care et plusieurs first in class. Donc, je suis un membre du board scientifique du développement de médicaments anticancéreux de Pierre Fabre. Je dois rappeler que je suis engagé dans la lutte contre le cancer. Et d'ailleurs, je vous invite, j'organise le premier sommet contre le cancer avec l'OMS, sommet mondial, qui sera en Tunisie, enfin, le 17 octobre. J'organise, suite à ça, avec peut-être mon ami Mehdi, la formation à la recherche clinique, je trouve que c'est très important. C'est le développement clinique en général et non pas que la recherche clinique. Donc, le cancer, c'est 10 millions de morts. Donc, cette année, en 2040, on s'attend à 16 millions de morts. Le cancer, c'est 18 millions de nouveaux cas. Aujourd'hui, on est en train de dire avec des nouvelles publications de GlobalCan que c'est 20 millions de nouveaux cas. En 2040, aux alentours de 30 millions de nouveaux cas. La prévalence, elle est aux alentours de 45 millions. Une personne, un homme sur 5 est atteint de cancer et une femme sur 10 sera atteinte de cancer. Et un homme sur 8 sera décédé par un cancer et une femme sur 11 malheureusement. Donc, et justement, à cause de ça, ce n'est pas que les médicaments qui peuvent être bénéfiques pour la lutte contre le cancer, mais récemment, on a intégré la notion de la nutrithérapie et aussi de la nutri-pharmaceutique. Ça veut dire التغذية الدوائية والتغذية العلاجية, qui sont de hot topic aujourd'hui. Je souhaite rappeler aussi que les premiers essais cliniques qui étaient référenciés dans l'histoire, c'était dans notre zone. Donc c'est nous qui avons commencé les premiers essais cliniques et c'était des essais cliniques qui sont référenciés exactement avec la même méthodologie qu'on fait aujourd'hui pour les essais cliniques. Et c'était sur des aliments. Mais malheureusement, on a perdu les bonnes habitudes, car les études qu'on trouve aujourd'hui à propos des aliments ne sont pas du tout faites avec la même méthodologie. Cette étude clinique a été référenciée dans le livre de Daniel, donc Kitab Daniel, au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'était fait à Babel et c'était ça qui a été listé dans le Coran. Ma anzala bi Babel ala Harut, ma anzala ala Harut wa Marut, je ne sais pas. Nous on l'interprète comme Sahr. C'était la science de la pharmacologie, de la chimie. Donc c'est avec ça qu'on pourra séparer ou rapprocher des couples. Ça aussi c'est quelque chose que je souhaite dire, pourquoi les sciences médicales ou même les études qu'on est en train de faire à propos de la nutrition aujourd'hui sont biaisées. Car jusqu'à maintenant, Voltaire, qui a vécu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il dit que le médecin, c'est une personne qui utilise des médicaments qu'il connaît peu pour essayer de guérir des maladies
connaît encore peu chez des êtres humains qui ne les connaissent pas du tout. Donc pourquoi les médicaments, le médecin, il connaît pas le médecin, c'est un bon expert d'utilisation des médicaments. Malheureusement, on avait avec nous une pharmacienne qui est venue justement pour la présentation, mais notre consoeur Mariam a resté un peu plus, donc elle n'a pas pu. Donc le médecin ou les pharmaciens, ils ne connaissent pas les développements de médicaments, pas du tout. Et le médecin, s'il devient investigateur, ça veut dire qu'il va exécuter un protocole qui vient des laboratoires pharmaceutiques. Donc il y a toujours l'intérêt, comme vous l'avez mentionné correctement. Chacun, lorsqu'il établit des règles, ça sera des règles en son faveur. Et ça, on ne pourra pas les blâmer. On doit nous-mêmes créer des règles internationales pour ce qu'on sait faire. Donc voilà les essais cliniques et la méthodologie d'essais cliniques à l'ancienne, en fait, car tout ça a changé récemment et il a changé depuis Covid, en fait. Et Covid, il était utilisé comme l'amorce de tous ces changements. Les essais cliniques, ils étaient à l'époque designés après la partie préclinique qui prend longtemps, mais malheureusement, cette partie préclinique, elle est aussi comptée dans le brevet. Et le brevet, il est de 17 ans aux États-Unis. La même, elle est de 17 ans aux États-Unis, 20 ans en Europe. Donc les laboratoires, ils dépensent beaucoup d'argent, donc ils doivent penser à aussi avoir des retours sur l'investissement. Et vu que c'est eux qui établissent les sciences, en fait, toutes les sciences qu'on connaît aujourd'hui dans le domaine médical et pharmaceutique, c'est les laboratoires. Hein. Il n'y a pas un académique de l'hôpital ou de quels que soient les pays. On ne pourra pas, on ne pourra jamais, car il y a un savoir-faire qu'on ne le trouve pas ailleurs. Donc, et chaque laboratoire, il établit ses règles et les règles qui sont en son faveur. Et c'est pour cela qu'on doit commencer à penser à établir des règles pour nos produits à nous. Donc, la médecine aussi, elle est restée empirique jusqu'à les années 2000. Si nous, la plupart des études aujourd'hui, qu'on l'utilise comme argument pour l'utilisation ou pas d'un aliment, ou pour un argument pour lier un aliment à un phénomène physiologique dans le corps, c'est des données très biaisées et anciennes. Car la médecine, jusqu'à les années 90, c'était la médecine empirique, qu'on appelle empirique. Dans les années 2000, le premier laboratoire, je ne vais pas citer son nom vu que j'ai travaillé pour eux, a créé la première thérapie qu'on appelle thérapie ciblée. Et depuis, on a commencé à parler de médecine stratifiée et de médecine ciblée. C'est 2001 exactement. On a pris beaucoup de temps car je vous ai montré que la méthodologie de développement des essais cliniques, c'est une méthodologie très ancienne qui a été fondée dans le XVIIIe siècle et elle a été fondée pour des connaissances de l'époque aussi. Et on prend beaucoup de temps pour passer d'une étape à l'autre. Et même nos designs statistiques, le plan d'analyse statistique qui est la base d'un développement clinique, ils étaient des designs anciens avec des algorithmes anciens. Mais ces passages dans les années 2000 nous a permis de passer d'un scénario de désert où on n'a pas beaucoup de médicaments et on utilise beaucoup de phytothérapie à un scénario de forêt. Et du coup, on a commencé à créer de nouveaux problèmes. Parmi ces problèmes, c'était le problème des choix des médications chez les patients. À partir de 2000. Je ne veux pas parler aussi de la technologie, ou l'échographie, ou la radiologie à disposition de tout le monde. Mais est-ce que c'est une réalité avec la physiologie. D'ailleurs, إذا مش نحكي عن nutrition كل مرة مش ديما نرجع قبل ما كناش نحلوا الانسولين في الدم. قبل ما كناش الهيموغلوبين غليكي حتى شي الديابيتيك شي لا غليسيمي اجا هي ريفيرونس تو ولينا نقولوا ثم ديابيت تيب 2 انسولينو يجي من ريزيستانس الانسولين لازمنا هالمخزون هذايا الهيموغلوبين غليكي هالمخزون نتاع التراكمي نتاع 3 شهور ثم لوما اليوم باش نقيسوا اسكو ثم ان ريزيستانس الانسولين او با قبل ما كناش نعرفوهم هذوما سي لي 5 dernières années qu'on a commencé à introduire ces notions pour vous dire à quel point toutes ces connaissances scientifiques autour de la nutrition, ils sont très très biaisés, ils sont débitoires. ما زلنا كبدينا nutrition راهو تشوفوا انتم ساعات نتفرج في اذاعات تونسيه نخاف على السيتويان التونسيان اللي يجي نقدموه كسيس كوتش يقول لك لا شوز سون كونترير في نفس الخرجه نتاعو. دونك في من 2001 خرجت طفره كبيره برشا
طفره كبيره برشا في الدويات et du coup فقدنا الذاكره par rapport à la phytothérapie sachant que les premiers médicaments بدينا حتى نصنعوا فيهم industriellement وشيميكمون بدينا نصنعوا فيهم وقت اللي عرفنا البروتيين هذيك on l'a identifié ولا الهرمون هذيك ولا on l'a identifié في النبته لكن فقدنا على خاطر كثر التصنيع الكيميائي للادويه وكثره التصنيع اعطتنا ادويه عديده خلقت اختيار صعيب برشا على الطبيب الطبيب ولا فريمون guidé par ce qu'on a appelé evidence based medicine soi-disant on a fait l'essai clinique donc c'est de l'évidence les résultats les عندي et tu dois les suivre ينحينا له حاجه اسمها réflexion il réfléchit même pas il a des recommandations avec des niveaux d'épreuve كما ما كنت نحكي et il doit les suivre et il applique à la lettre donc on a fait des médecins un expert de bon usage des médicaments mais surtout un technicien de prise en charge et sans recommandation il ne pourra jamais traiter et ces recommandations c'est des recommandations faites par les laboratoires qui a financé l'essai et qui a intérêt de ramener un médicament. Je ne suis pas en train de blâmer les labos, car si ce n'est pas grâce aux labos, on ne sera pas vivant aujourd'hui. Car les états ou l'académique, il n'a rien à voir par rapport à ce qui se passe en médecine et en pharmacie. Pas du tout. Ils ont aucune capacité. D'ailleurs, Mariam elle a dit quelque chose de très important aussi, que parfois lorsqu'on dit qu'il est non détectable, car on n'a pas atteint un seuil, ni scientifique, ni le seuil de l'appareil qui existe aujourd'hui technologiquement. C'est pour cela qu'on parle de non détectables. Je peux vous dire qu'en Tunisie, on ne dose rien comme carcinogène. On n'a pas la possibilité. Par exemple, un sujet très important, et c'est en lien. Pour ma présentation, elle n'est pas structurée aujourd'hui, car je souhaite interagir avec vous et j'apprends de vous à propos de l'huile d'olive. Le hot topic aujourd'hui, il y avait une publication récente le mois de novembre 2025, suite à laquelle j'ai passé dans plusieurs télés en Europe. C'était l'incidence de cancer chez les patients jeunes. Avant, on dit de cancer, c'est une maladie de patients âgés. Et le médian d'âge était 65 ans. Aujourd'hui, on a shifté ce médian d'âge à l'âge de 50 ans. Et des cancers comme le cancer des pancréas et le cancer digestif en général, gastro-intestinal. Donc, ce cancer, on le voit, c'est des patients qui, le médian aujourd'hui, il a reculé jusqu'à 45 ans. Et on a commencé à voir une grande partie de ce cancer, 28%, chez des patients qui ont moins de 28 ans. Et c'est pour cela que la nutrition est revenue comme hot topic. Et on se penche sur la nutrition. Car les connaissances qu'on a, encore une fois, tout est biaisé. Tout est biaisé et malheureusement, on l'extrapole directement à des pratiques cliniques. Lorsque je vois un cardiologue, encore une fois, je répète, qui parle de l'HDL et l'LDL comme si l'LDL était le mauvais cholestérol, et il y a quelque chose de très grave. Déjà, l'LDL, pour votre connaissance, et c'est pour cela que vous l'utilisez pour l'huile d'olive, car il n'y a pas mieux que l'huile d'olive pour équilibrer HDL et LDL. Il n'y a pas que l'HDL dans l'huile d'olive, attention. L'LDL, le mauvais LDL, c'est les courts et dense. Mais l'LDL, s'il est lent, son rôle, ça sera de chercher le cholestérol au niveau du foie et de le ramener au niveau des tissus pour jouer son rôle de réparateur. C'est comme si je t'avais fasma à tout ce qui est problème endothélial au niveau des cellules. C'est l'LDL qui les répare, c'est pas l'HDL, attention. Donc, et l'LDL, voilà, on a aujourd'hui une notion très nuancée. Et les études scientifiques récentes, ils parlent de ce que je suis en train de dire, l'LDL le plus lent et le plus soluble ou le moins dense, c'est l'LDL qui est bénéfique pour le corps et répare des inflammations endothéliales. Et par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'hantavirus, elle touche l'endothélial, donc les cellules endothéliales des vaisseaux. Et parmi les médicaments qui sont testés, c'est des médicaments à base d'excipients d'huile. Malheureusement, ce n'est pas d'huile d'olive et c'est pour cela que je vais vous présenter ma valorisation à l'huile d'olive. Si j'ai le pouvoir ici en Tunisie, je n'exporte jamais d'huile d'olive. Je les laisse pour ma population, c'est mon premier médicament. Par contre, j'exporte des alicaments d'huile d'olive. Car Carthage a exporté l'huile d'olive. D'ailleurs, j'ai des amis irlandais, Zaytounatun la Gharbia, la Sharqia, c'est la Tunisie. L'Espagne, elle appartenait à la Tunisie. On croit jusqu'à maintenant qu'il y avait Futuhat islamiques à l'Andalous. Si l'Espagne a été construite par Carthage avant, il n'y a ni Futuhat islamiques, ni Tarq ibn Ziyad. C'est des Carthaginois. Les Portugais sont des Carthaginois. Jusqu'à Toulon, toute la Corse a des Carthaginoises. L'Italie, c'est eux-mêmes qui avouent qu'ils sont des Carthaginois. J'étais directeur
d'un laboratoire, un grand laboratoire mondial. Sa filiale européenne, la région Europe, elle était en Italie. Et j'étais en train de faire des commuting et j'ai vécu là-bas sur place. Donc, ils étaient en train de me faire le tour d'Italie. Chaque week-end, ils me payent. Et j'ai trouvé que les gens fêtaient jusqu'à maintenant وقعت كان اللي ربح فيها حنبال. Et pourquoi ربح فيها؟ حنبال هز الديمقراطية وهز الدين الصحيح للروما وحنبال هز الزيتون معه. كان يحتفلوا بوقعة حنبال ويهزوا معهم الزيتون et tout ça. Donc il faut qu'on valorise ce qu'on a. Donc نرجع للبروبلème اللي عندنا في الميديكال qui mettent la nutrition comme le premier aliment. ونرجع للتيوريم تاع هيبوقراtes qui يقول دواؤك غذاؤك, que le premier médicament c'est ton aliment. Donc et aussi autre chose à retenir, hein, il y avait ثم مغالطات كبيره برشا وقت اللي on a industrialisé كما ما شفتوا في الدويات. وقت اللي 2001 ولات طفره نتاع تصنيع نتاع دويات, خرجنا من الفيتوثيرابي ودخلنا الطفره التصنيعيه ولينا نصنعوا سي كون ابل الادويه الموجهه لا ثيرابي سيبلي. دي لا ميم فاسون صارت طفره اخرى اللي هو التصنيع الغذائي اللي كبر برشا. هو بدا من القرن التاسع عشر القرن العشرين تكاثر لاقصى درجه. نحينا توت ما هو نوسيون دي نيتريسيون, دخلنا نوسيون داليمونتاسيون اللي هي نوسيون غلطه الانسانيه. راه ثم فرق كبير ما بين اليمونتاسيون, on s'alimente pour ne pas avoir faim mais on sait pas on est en train de mettre quoi à l'intérieur de notre corps. Et la nutrition c'est autre chose, c'est très différent de l'alimentation. On pourra manger sans sentir qu'on va continuer à sentir qu'on a faim, mais on a satisfait nos besoins organiques de notre corps. On pourra fabriquer nos stéroïdes, ça veut dire ces hormones stéroïdiennes. هما اللي خلقنا منهم. راهو ثم حاجه في الديفلوبمون دي ميديكامون سموها تارجت بروتين بروفايل. ما نخترعوا دواء الا ما نشوفوه في الكور ايما موجود. اللي هو موجود في الكور ايما بتاتر احنا نكثروا منه ولا نقلوا منه ولا نعملوا ان انيبيتور ليه. هذايا هو اللي نعملوا فيه, نسميوها تارجت بروتين بروفايل. دونك لي ستيرويد اللي عندنا في البدن نتاعنا هما لي زونتي انفلاماتوار. تو نتكلم من بعد على زيت الزيتونه كاونتي انفلاماتوار, هما لي زونتي انفلاماتوار. دونك نشوفوا البدن ونبداو نصنعوا. جات l'alimentation خلاتك تبعد على النوسيون تاع النيتريسيون. ثم l'industrialisation, bien sûr l'industrialisation elle est aussi chimique que les médicaments dans tout ce qu'on est en train d'utiliser, même les conserves, car les aliments ما تخلقوش pour qu'on le garde le plus longtemps que possible et surtout avec des procédures chimiques et non pas des procédures biologiques telles que la fermentation biologique. باقي الكل il a des conséquences sur le corps humain. Donc الطفره نتاع الدويات خلقت مشكله اخرى عند الطبيب وعند المريض وعند لي زوتوريتي دي سونتي. لي زوتوريتي دي سونتي ولات لا فارماكو ايكونومي, مشكله في الثمن نتاع الادويه اللي ولات باهظه, تكلفه باهظه. الباسيون ولا ما يعرفش يا اخي يرجعوا له توت لي مالادي كوم دي مالادي كرونيك وهو يحب يبرى ويحب ما عادش يستعمل الدواء. لو ميدسان عنده مشكله التوكسيسيتي, كومون جيري ينجم يعطيك دواء مي تظهر له دي زيفي انديزيرابل. سي فري كي سي زيفي انديزيرابل سيتي دي زيفي انديزيرابل اتوندو ليستي دون لي ريزيمي دي كاركتيرستيك دي برودوي. ما ناكد لكم في بلدان تشبه لنا حتى واحد ما يقرا لي ريزيمي دي كاركتيرستيك دي برودوي. كي يقرا فيدال ديجا سي بيان, مانيش باش نقول له باش يقرا ليتيد بيفوتال qui a ramené à l'approbation de ces médicaments. On n'a pas cette notion. Ils n'étaient pas formés à la fac pour ça. Ils n'étaient pas du tout formés sur ça à la fac. Et du coup, il y a ces problématiques de comprendre comment gérer la toxicité. Du coup, يبدا تصدم بهم. بالطبيعه عندنا في تونس un centre de pharmacovigilance مسمينه pharmacosomnolence في البرة, خاطر نورمالمون ان افي سيكوندير دان ميديكامون لازم اللابوراتوار كي لي برون اون شارج. علاش الدوله تتحمل سيركو اوسبيتاليي في effet secondaire d'un médicament, mais nous on ne sait pas les reporter, on ne sait pas les répertorier. Donc نخلصوا في الدويات. تونس معناها من البلدان اكثر بلدان العالم مصروف على الدواء. نصرفوا برشا على الدويات لكن مصروف بطريقه غالطه كومبليتمون, على خاطر ما نجموش حتى نسترجعوا مصاريف اللي صرفناها مع les effets indésirables des médicaments. Et vu qu'on ne sait pas aussi acheter les médicaments, on achète dans des centrales d'achat. Donc ثم des commissions, ثم on sait ni acheter et on ne sait pas حاجة معروفة في العلم اسمها l'HTA, le Health Technology Assessment. Comment je peux évaluer les médicaments à son juste prix. خاطر الميديكامون مش خضرة مش غلة. La même chose لاحظتها في زيت الزيتونة, on ne sait pas l'évaluer à son juste prix. أن يوجعني قلبي كي نلقى زيت الزيتونة. مشيت لأمريكا
l'année dernière نلقى زيت الزيتونه نص إيترا اسبانيه خديتهم في فوتو ما حطيتهمش على خاطر ما نعملش مي سلايد افيك تشات جي بي تي نعملهم وحدي دونك نص إيترا زيت زيتونه اسبانيه ميم با ايطاليان $29 نص إيترا زيت زيتونه طليانيه دون ان نحبش نذكر اسم المغازان في امريكا في سان دييغو نص إيترا طليانيه $38 نص إيترا تونسيه $17 هي برشا بالنسبه لتونس لو تونيزيان il a vendu à 3,50 €. litre d'huile d'olive. Vraiment, c'est grave. Donc, مش نحكي نرجع على l'histoire de la phosphorylisation pour mettre je vais aller vite, plus vite que ce qui a été prévu. Donc, en même temps, في 2001 ثم حاجة زاد اللي احنا ما استغلناهاش ظهر التصنيع البيولوجي صارت حاجة ولا تحكم اللي ولا يحكم الطب اللي احنا صنعنا البيولوجيا كي صنعنا البيولوجيا خلقنا لا بيوتكنولوجي لا بيوتكنولوجي سي لاندسترياليزاسيون دو لا بيولوجي دونك وقت اللي صنعنا ولات التصنيع البيولوجي اغلب برشا لكن التصنيع البيولوجي يستعمل برشا دي برودوي بيولوجيك على خاطر البكتيريا elle va consommer des choses biologiques c'est pas que le sucre معناها اذا نحب نعطي سورس البكتيري لازمني نعطيها لها بلي بيولوجيك كي بوسيبل سي با لي سكر رافيني اللي نعطيوهم هالكوم تاع لي ميديكامون بيولوجيك ça c'est des médicaments qui sont très efficaces beaucoup plus efficaces que les médicaments اللي صنعناهم chimiquement والكوم تاع ils peuvent guérir des maladies qui étaient handicapantes ou qui menacent les pronostics vitaux لكن الكوم تاعهم très élevé et ce coût il a atteint 190 billions dans les 6 major markets les 6 major markets معناها les 5 plus grands européens plus les États-Unis on calcule même pas des laboratoires pharmaceutiques ils calculent même pas la Chine à l'époque c'est à partir de 2020 qu'on a ajouté la Chine à la liste des pays lorsqu'on calcule les revenus attendus ou les revenus des médicaments. الباقي الكل يسمى des rest of the world بما فيهم الجابون. خاطر الجابون avec Daiichi n'a pas réussi à fabriquer beaucoup de elle fabrique des génériques comme nous mais développer des médicaments pour vous dire à quel point c'est un savoir-faire qui est très rare. Donc ça c'est à propos de ces médicaments dits ciblés. Est-ce que c'est une mythe ou réalité? Je suis désolé, je ne sais pas comment. Oui, c'est là. Est-ce que c'est des mythes ou des réalités? على خاطر يبيعونا في des médicaments يقولوا لنا أدوية موجهة وديك علاش غالية. Sachant يعني j'ai fait des médicaments ciblés, j'ai développé moi-même des médicaments ciblés. Lorsqu'on regarde la méthodologie de développement de ces médicaments, ناخذوا les études de phase 1 par exemple de ces médicaments. C'est des études pour déterminer la dose. Et les laboratoires pharmaceutiques, ils n'ont pas menti. Mais c'est notre compréhension comme cliniciens qui est un peu très biaisée. Et même nos chercheurs biologistes, ils doivent faire attention à tout ça. Car normalement, le clinicien tout seul, c'est un clinicien, c'est un praticien, ce n'est pas un scientifique. Il faut l'aider biologiquement. Il faut qu'un docteur en biologie l'aide, un docteur en pharmacologie l'aide. Les laboratoires, lors de l'essai de phase 1, ils déterminent deux types de doses. Les doses limiting toxicity, donc la dose qui limite ou la dose limitante toxique, et la dose maximale tolérée. Et ils vont selon la dose maximale tolérée, jusqu'à récemment. Donc la dose maximale tolérée. C'est pour cela, lorsque je suis cancérologue, oncologue, lorsqu'on prend un patient avec un cancer et on lui donne une dose, il fait beaucoup des effets secondaires. Ou il cycle ou deux cycles, c'est pas bien déjà des cycles, mais le laboratoire il t'a incité à aller chercher ce qu'on appelle la dose objective biologique ou la dose optimale biologique. Et cette dose optimale biologique, elle est personnalisée. Et c'est pour cela بديت بالكلمة متاع إذا قالوا لكم ناخذوا مغرفة زيت زيتون في النهار مش أكثر هذوما اللي يقولوا فيه نتريسيونيست راهو سي الكل كريتير خاطر سي بيرسوناليزي. إذا الدويات اليوم sont métabolisées par les cytochromes 450 زيت الزيتون بالنسبة للإنسان il a un métabolisme bien déterminé في الcorps. Et chaque personne a son propre métabolisme, il a sa propre dose, il a l'adaptation de son propre corps à cette notion de dose. Et non pas, et c'est pour cela je vous incite à faire de vraies études, de vrais essais, et non pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va étudier nos produits. Hein. Et c'est à nous d'étudier nos produits, mais de faire de vraies méthodologies d'essais et d'études cliniques. Et aujourd'hui, les outils sont très très performantes et on pourra y faire rapidement. Ce qui prend avant 5 et 6 ans, ça prend même pas 3 mois et c'est mois aujourd'hui. Donc, autre chose pour les essais cliniques, on sélectionne, on est très sélectif les patients qu'on va inclure dans les essais cliniques. Donc les résultats,
Ce n'est pas les résultats des patients qu'on voit en routine. Ce n'est pas la même chose, car j'ai sélectionné le profil des patients à intégrer dans l'essai. Et après, je les vends à toute la population. Donc, la même chose, les études qui étaient faites à propos des aliments ou de produits alimentaires, elles étaient faites d'une façon très, très biaisée. Ça veut dire que je sélectionne une population de patients que je dois inclure. Et en routine, tout le monde va utiliser le même aliment. Si aujourd'hui, on est en train de dire que les yaourts qu'on est en train de vendre avec des lactobacillis qui viennent, je ne sais pas quoi, ou de la fabrication industrielle et non pas des lactobacillis qui étaient cherchés dans des champignons, il faut tester chez tout le monde. Ou dire que les lactoses ou les laits de vache, il est intéressant pour tout le monde. J'aimerais bien, mais la vérité, ce n'est pas une réalité. Car Mahdi m'a dit de faire une comparaison par rapport à ce que le médecin égyptien était en train de dire. Encore une fois, ce médecin, il a utilisé les doutes qu'on a à propos de la médecine et des données médicales, les doutes qu'on a à propos de la nutrition, mais lui-même, il ne dit pas vrai. Ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est vrai, car la nutrition, il est lié à l'âge. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris, bien sûr, car le vieillissement, par exemple, je vous donne un titre d'exemple. Les deux organes qui vivent avec nous sont se renouveler assez ou se ne renouvellent pas du tout. C'est le cœur et c'est les intestins. Les intestins, à partir de 50 ans, ils consomment 50% de notre consommation de protéines. Et c'est pour cela qu'à partir de 50 ans, il faut ramener beaucoup plus de protéines qu'avant. Avant, ils nous ont dit, je me rappelle lors des cours de cancérologie, oui, mais la viande rouge, elle donne des cancers tels que sarcome et autres. Jusqu'à maintenant, déjà, c'est des facteurs de risque. Mais à partir de quel âge? Et quel type de viande rouge? Et avec quel type d'étude qui a approuvé tout ça? Tout ça n'était pas clair du tout. Donc, encore une fois, l'efficacité de ces médicaments, c'était testé sur des groupes bien déterminés, mais on les vend pour tout le monde. La même chose, la notion de l'aliment de nutrition aujourd'hui. S'il y a des études, ce sont des études très biaisées par les sélections, mais des études qui étaient faites avant, elles étaient faites lorsqu'on était en train de sectionner, ou je ne sais pas, نقسموا الميتابوليزم comme si le corps il va commencer par le métabolisme des glucides ou ينسى la matière grasse ou ينسى la protéine. Non, le corps c'est multimodal, il fait tout en même temps. Le corps il est parfait, c'est le meilleur, déjà aujourd'hui, le meilleur usine des médicaments, la meilleure usine des médicaments c'est le corps humain. Et tous les médicaments nouvelles qu'on est en train de développer, on les fabrique dans le corps humain. Et Covid c'était un exemple. Covid, on a donné un code au corps humain, et c'est le corps humain qui a fabriqué ses propres anticorps. Et c'est l'avenir des médicaments. Et c'est comme ça que l'homme va vivre beaucoup plus longtemps. Et c'est comme ça qu'on est revenu à la notion de la nutrition et non pas l'alimentation. Donc, en bas de cette notion, tu as les médicaments ciblés et la médecine ciblée et la thérapie ciblée. صار السيكونساج دي جينوم هيومان en 2010 وقلنا خلينا نتعداو خطوه اخرى نعملوا ادويه اذكى من الادويه اللي كنا نعملوا فيها. بعد cette histoire de médecine ciblée, on a trouvé que jamais un cancer il est drivé par un seul gène, car la thérapie ciblée elle cible un seul gène. Par exemple, la première thérapie ciblée qui a été approuvée historiquement, اللي خلتنا نخرجوا من الميدecine empirique للميدecine ciblée, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase, donc l'imatinib, c'est le nom commercial c'est Glivec, qui a fait que la leucémie myéloïde chronique, aujourd'hui, elle ne tue plus les patients. Le patient, il vit comme si une maladie chronique. Non, à l'époque, il s'est traité avec l'interféron, où le patient ne faut pas maximum amine, où il doit faire l'aglabiya, qu'il doit faire après 6 mois. Avec l'imatinib, aujourd'hui, on peut garder le patient toute sa vie. Il ne mourra jamais avec son cancer. Il va mourir avec d'autres choses et non pas avec le cancer. Mais chaque cancer, il est drivé par 4-5 mutations et non pas par une seule mutation ciblée. Il y a cette notion de cancer liée à des mutations, ça ne concerne que 9% de la population. C'est mon travail qui a été publié. Donc, c'était le cas d'un cancer de poumon non à petites cellules. Dans ce cancer de poumon, il y a une mutation EGFR. Elle doit se trouver chez tous les patients. Il y a un cancer de poumon non à petites cellules, EGFR mété. Et c'est traité aussi par les inhibiteurs de tyrosine kinase, qui est un traitement historique, Lakin cette mutation, on a fait plusieurs variantes. C'était le premier travail qui a montré que cette mutation, elle est multimodale. Elle n'est pas une seule mutation. Pourquoi? Pour la simple raison qu'une mutation, elle pourra se trouver, le gène, il est 2 allèles.
et la mutation, elle pourra se trouver en 6 ou en 30. Et selon sa position sur l'allèle, le médicament il sera efficace ou inefficace. Par contre, on n'avait pas de tests à l'époque pour me dire sur quel... Ça veut dire le médicament, il sera efficace chez quel patient. Donc je peux lui donner un médicament qui coûte très cher. Ces médicaments, ils coûtent 4 000 € par mois pour les patients. Et ces médicaments, si je lui donne à tout le monde, j'ai que 25% de patients qui vont répondre. Ça veut dire qu'il y a 75% de patients que je les fais perdre une chance de guérison. Car je donne un médicament et je sais que le médicament ne sera pas efficace. Donc, et du coup, on a développé par la suite la notion de l'épigénétique. Cette notion d'épigénétique, elle dit, c'est si un patient il présente une mutation, ça veut dire qu'il a hérité une gène, la maladie c'est un choix personnel. Et ça, c'était découvert avec deux sœurs jumelles qui ont toutes les deux une mutation au niveau des gènes BRCA. C'est un gène lié directement au cancer des seins. Les deux sont des sœurs jumelles. C'est le gène qui a incité Angelina Jolie en 2013 de faire l'amputation des deux seins. Pour vous dire à quel point l'intelligence artificielle et ses prédictions, ils étaient très anciennes. Je peux vous dire que dans les laboratoires, personnellement, j'ai intégré les labos depuis 22 ans. On l'utilise depuis 22 ans. Et avant moi, il a commencé avec Oracle en 1990, avant même qu'on développe l'ordinateur et l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, car l'Internet, c'est 95. Donc, cette notion d'épigénétique, elle dit qu'il y a la partie non codante de l'ADN, qu'on appelle ADN poubelle. Elle est aussi importante que la partie codante, et surtout pour les maladies, et surtout pour la nutrition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maladie devient un choix personnel. Vous savez pourquoi? Car cette partie non codante, elle interagit avec notre environnement, notre personnalité. Si on est anxieux, stressé ou pas stressé, notre hygiène de vie, quel est l'aliment qu'on mange, quelle est la nutrition qu'on mange, qu'est-ce qu'on consomme, est-ce qu'on est fumeur ou pas, est-ce qu'on consomme de l'alcool ou pas. Tout ça veut que cette partie non codante, elle va envoyer un message à la partie codante, à un gène de s'ouvrir ou ne pas s'ouvrir. Donc inhiber l'overexpression, donc l'expression, la surexpression d'un gène carcinogène qui va donner un cancer, ou augmenter la sécrétion d'un gène bénéfique qui lui-même va lever des freins qui existent pour l'immunité de la personne. Il faut savoir que le corps humain, il était créé parfait. Ça veut dire que toutes les maladies, on pourra les réparer. Par jour, on développe plusieurs cancers, mais notre immunité, elle fait qu'elle débarrasse le corps de ces cancers. Mais c'est encore une fois cette partie épigénétique, donc qui sort des génétiques, mais qui revient en une grande partie à la nutrition, mais aussi à l'hygiène de vie dans sa totalité, à quelle heure on se couche, à quelle heure on dort, est-ce qu'on est fumeur ou pas, consommateur d'alcool ou pas, anxieux par nature ou pas, stressé ou pas. Donc tout ça rentre, et c'est pour cela que la notion de la nutrithérapie a trouvé un sens énorme. Donc, ça c'est une slide que j'ai présentée, c'est des collègues chirurgiens bariatriques qui parlent beaucoup de l'obésité, et j'ai trouvé beaucoup de points communs entre le cancer et l'obésité, tels que le cancer il était une maladie multimodale, voie de signalisation et non pas un dysfonctionnement d'organes. Ça veut dire si on a un cancer au niveau des poumons, ça ne veut pas dire que le problème c'est les poumons, c'est des voies de signalisation qui ont donné cette localisation au niveau des poumons. L'obésité, c'est la même chose. On a trouvé même que l'insuline, qui nous dit qu'elle est fabriquée par les cellules de Langerhans au niveau du pancréas, ils peuvent être fabriqués aussi au niveau de l'estomac, et l'insuline, je parle, et au niveau des intestins. Donc, c'est pour cela, encore une fois, lorsqu'on parle de la nutrition, il faut faire attention avec quelles notions. Les notions fondamentales de la nutrition, ils sont en train de s'écrouler aujourd'hui, car il y a beaucoup de nuances. Avec les technologies d'aujourd'hui, on a découvert que toutes ces notions étaient mal fondées. Peut-être, on souhaite montrer la vérité aux gens, car je vous ai dit, à un certain moment, on a perdu la mémoire de toutes les choses qu'on connaît, toutes les choses bien telles que traitées par la phytothérapie. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il y a deux profils de patients d'obésité. Il y a c'est pas des patients, deux profils de gens. زوز انواع من الناس، ثم ناس تاكل تسمن، ثم ناس تاكل ما تسمنش. شنو ثم لو بروفيل دي بونسور، سي تسميات علميه، دي بوبليكاسيون سيانتيفيك. ثم لو بروفيل ايكونوم. لو بروفيل ايكونوم هو اللي تخلق عليه الانسان، خاطر الانسان ما كانش ياكل 3 مرات في النهار، سي با فري. لوم ايتي شاسور وقت اللي تخلق، كان صياد، كان يجري وراء الحاجه
اللي مش ياكلها. وكان يتعب، كان يمشي يحرق باش ياخذ زيتون ولا قمح ولا جو سي با كوا، يتحرك باش ياكل، وما ياكلش 3 مرات في النهار، امبوسيبل. لوم جيسكا لا دوزيام غير مونديال il mange une seule fois par jour et non pas 3 fois par jour. Donc, on a trouvé ces deux types de profils. Et ces deux types de profils, il va développer l'obésité, et l'obésité, il l'a développé, c'est pas car ses gènes l'ont incité à les développer, mais sa sédentarité et sa façon de vivre aujourd'hui. Car le profil autonome, هو الأصل في الجينوم إما، لكن الجينوم إما كان قبل قلنا الإنسان يتحرك برشا. La même chose, on a remarqué que le corps, il s'adapte énormément. Ça veut dire, اليوم نقولوا نعطيو لا ماتيير غراس، يعني حبيت نربط بهذا، نعطيو الماتيير غراس كما زيت الزيتونه ما تاكلش اكثر من مغرفه، نعطيو الماتيير غراس peut-être non, le corps humain, il sait s'adapter, que ce soit aux pertes de poids, et ça c'est quelque chose que les obèses rencontrent souvent، يخسر le poids في ساعه ما يرجع malgré il a adopté un régime والرجيم ما عادش يمشي معاه، ولا زاد يربح poids، le corps il freine, il bloque car il s'adapte rapidement le corps humain. Bon, je passe rapidement sur ça. Et je pense que cette histoire, malheureusement, je l'ai passée. L'histoire, je pense que cette histoire a marqué tous nos esprits. Hein. Donc, c'est l'histoire de Dani. Donc, il y avait un concours de perte de poids aux États-Unis qui a été récompensé d'une façon très généreuse, 20 millions de dollars à l'époque. Donc le monsieur qui a été là, il a perdu de poids, mais il les a regagnés 3 mois après, malgré qu'il a gardé le même régime alimentaire. Donc je vais passer vite. Et j'ai trouvé aussi quelque chose, une chronologie très importante. J'ai trouvé que le développement des médicaments contre l'obésité, il a connu la même chose que les médicaments contre le cancer. Ça veut dire qu'on a commencé très empirique. Ça, la chronologie de l'apparition des médicaments contre l'obésité, vous allez remarquer que tous ces médicaments ils étaient retirés sur le marché. Pas par manque d'efficacité, ils manquent d'efficacité, mais parce qu'ils ont causé beaucoup de dégâts et beaucoup de mortalité surtout. C'est pour cela qu'il faut faire attention aujourd'hui lorsque je fabrique les sémaglutides. Hein. Donc c'est un médicament très efficace lorsqu'il est utilisé correctement chez les diabétiques et non pas utilisé pour perdre du poids. Donc en Tunisie, je pense qu'on a des médicaments qui gèrent correctement le diabète de type 2. On n'avait pas besoin de sémaglutide. Je pense qu'il y avait un main qui a souhaité l'utilisation pour la perte de poids, une main forte, au lieu d'allouer cette somme d'argent à d'autres maladies. Moi, j'ai des patients cancéreux qui ne trouvent pas la chimiothérapie cytotoxique ancienne, malheureusement. Donc, la plupart de ces médicaments ils étaient retirés du marché. Je pense que celui qui a marqué l'esprit, c'était Mediator. C'est encore une fois pourquoi j'ai cité l'histoire de ces magnitudes. Mediator, il était développé comme un médicament de diabète. Malheureusement, il était utilisé pour perdre du poids. Il a donné des HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. Donc, chez plusieurs patients, il y avait 500 morts. Donc, en France, tout seul, il y avait 500 morts. Donc, je passe rapidement. Donc, depuis, l'FDA a fait un programme qu'elle a appelé Accumulation Data to Optimal Predict Obesity Treatment. Donc, c'est l'ADOPT, c'est le programme ADOPT qui a incité les laboratoires d'arrêter de développer des médicaments comme ils veulent, mais qu'ils utilisent une base de données de l'FDA. Cette base de données, elle donne tous les détails des patients obèses aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir que c'est la population la plus touchée par l'obésité et que l'obésité, aujourd'hui, c'est le premier fléau. Et même nous, les cancérologues, on est en train de dire que ça pourra être la première cause de cancer. Donc, et l'obésité, c'est 2,5 billions d'adolescents qui ont de l'obésité. Donc, on a peur que cette obésité va donner des cancers qu'on ne saura pas gérer demain, vu le nombre très élevé de patients touchés par l'obésité. Donc, ce programme ADOPT va nous laisser passer d'un médicament qui traite à un médicament qui pourra guérir. Et c'est pour cela qu'il y avait cette notion de médecine personnalisée. Et personnellement, j'ai sauté sur l'occasion à l'époque en lançant la première thérapie qui vient des corps humains, et c'est les CAR-T chimériques antigènes récepteurs lymphocytes. On prend les lymphocytes des patients, on les met dans une formulation
biologique dans une sauce mayonnaise, on les réinjecte aux patients. Mais lorsqu'on l'a pris, on a fait une petite modification moléculaire, donc une chirurgie moléculaire, créer une mutation pour renforcer ces lymphocytes T. Et comme ça, les lymphocytes T, ils vont reconnaître les tumeurs et ils vont débarrasser les corps de tumeurs. Et jusqu'à maintenant, après des années de travail, c'est le seul médicament, lorsque vous allez dans la pharmacopée, vous descendez dans les pharmacies, vous allez trouver jamais un médicament qui est lié à la guérison. Vous allez trouver des corrélations, un médicament qui traite, qui ne guérit pas, qui ne donne pas de guérison, mais c'est le seul médicament qui donne des guérisons. Donc, et le développement il est très très facile, mais malheureusement, encore une fois, on ne sait pas le faire chez nous, car on n'a pas de centre de référence. Il faut comprendre que Covid, c'était la morse, encore une fois, car il n'y aura pas d'hôpital demain, il n'y aura pas de blouses blanches que vont traiter. Ça sera les scientifiques de haut niveau, et ça sera l'hôpital virtuel. Et c'est pour cela, nous, il y avait des gens qui ont mis dans la tête de notre président une ville de santé, oui. Ils étaient en train de l'appeler ville médicale, mais c'est moi qui ai changé en ville de santé. La ville de santé se base sur l'hôpital virtuel. Et la santé, elle est aussi chère pour les mettre entre les mains de quelqu'un. Chacun d'entre nous, il est responsable de sa santé. On pourra tous, le budget des objets connectés de santé aujourd'hui, en Europe, il est de 400 billions pour 2030. 400 billions, mais c'est des vrais billions, c'est des vrais billions. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, l'être humain, il pourra vivre beaucoup plus longtemps que prévu. Les gens qui vont avoir la chance de vivre jusqu'à 2035, ils peuvent vivre 150 ans avec un corps de 30 ans. Et justement, en intégrant la notion de la nutrithérapie. Donc la fabrication des médicaments, c'est pour cela que vous avez vu qu'il y a plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Je parle des laboratoires, pas des usines de fabrication. Il faut savoir que nous, en Tunisie, on a des usines de fabrication des génériques. On n'a pas de laboratoires qui développent les médicaments. Donc les laboratoires, ils ont quitté, par exemple, ce n'est pas un problème économique, non, car cette notion de laboratoire qui fabrique pour one batch, pour une population, n'existera plus. C'est les corps humains, c'est one batch, one patient. On fabrique pour une personne. Et celui qui traite, c'est les scientifiques de haut niveau. C'est pour cela qu'il faut positionner les médecins comme un MD, PhD, comme un scientifique de haut niveau. Sinon, il ne va plus exister avec l'intelligence artificielle et la technologie qui existe aujourd'hui. Car le développeur des médicaments, c'est lui-même qui développe sur mesure et c'est lui-même. Un médecin ne pourra pas traiter avec les CAR-T. S'il est praticien, je ne parle pas des médecins chercheurs, des médecins savants. Et donc, et du coup, voilà, c'est la publication qui va avec. Je suis dans l'équipe qui l'a développée. Ça, c'est les technologies. Je vais passer directement à l'huile d'olive. Donc, les technologies qu'on utilise aujourd'hui, telles que la physiologie et la physiopathologie. Avant, c'était très biaisé. On doit tester chez l'homme pour comprendre comment on va extraire l'excrétion de médicaments ou de l'alimentation. Aujourd'hui, on fait des modèles physiologiques intégrés et calqués par l'intelligence artificielle, même avant qu'on l'appelle intelligence artificielle, par des algorithmes qui étaient validés et approuvés par des agences régulateurs telles que l'FDA. Et c'est pour cela, pour la nutrition, on est en train de changer tout, car on est en train de découvrir qu'il y a cette interaction entre médicaments et aliments. Et on a commencé à les comprendre par le pamplemousse et les jus d'orange. C'est pour cela, en oncologie, nous, on demande aux patients, avant de faire une chimiothérapie, de ne pas prendre des jus d'orange ni des jus de pamplemousse, car ils retardent l'effet de ces médicaments. Je vais passer tout ça, je suis désolé. Je passe directement à l'huile d'olive et comment je le vois. Bon, juste ça, c'est très important. Donc, je suis désolé. Je ne sais pas comment revenir en arrière. Ça, c'est les technologies qu'on utilise et qu'on a à notre disposition. Ça c'est l'avenir des essais cliniques. Et c'est pour cela que je suis en train d'inciter des amis chercheurs dans l'huile d'olive de faire vraiment des études et des essais cliniques. Il ne faut pas avoir peur. La conception, on saura le faire sans aucun problème. On fera le design de protocoles et d'essais cliniques. Le plan d'analyse statistique, on saura le faire. Mais demain, on n'aura pas besoin de taille des populations comme maintenant, car on ne compare pas par rapport à un bras comparateur actif. Aujourd'hui, pour les médicaments, jusqu'à récemment, on fait une étude de phase 3 car on est obligé de comparer par rapport à un bras comparateur actif qu'on le considère aujourd'hui comme standard of care. Avec l'arrivée des données de viriels qui seront shiftées, c'est pour cela que toutes les guerres que vous voyez, c'est des guerres des données et des données de viriels. Les données de viriels, si on les shift à un niveau d'évidence, on pourra l'utiliser pour développer les médicaments. Et c'est pour cela qu'on a vu un vaccin contre le Covid
en 6 mois. Si les gens qui m'ont suivi en mars 2020, lorsque le Covid a commencé, déjà le mois de mars, j'ai dit qu'il y aura un vaccin le mois de décembre. Je ne vois pas dans une boule de cristal, mais je suis développeur de médicaments. Je sais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Justement, demain, on pourra faire des essais d'une durée très très courte, mais beaucoup plus informative, elle donne beaucoup plus d'évidence que toutes les études et les essais qu'on est en train de faire avec la méthodologie ancienne. Je passe directement à l'huile d'olive, comment je le vois personnellement, je suis désolé. Personnellement, j'ai mal au cœur lorsque je vois notre huile d'olive se vendre à l'étranger. Je préfère l'utiliser comme médicament ici. Je suis pour ouvrir les portes et vendre aussi, mais vendre avec une valeur ajoutée. Notre population doit tirer les valeurs ajoutées de tout ça. Ça, je voulais vous les montrer. Aujourd'hui, on pourra marquer les composantes lipidiques de l'huile d'olive radioactivement. On suit son métabolisme. Et on pourra avoir une idée vraiment sur son efficacité comme traitement de plusieurs maladies. Je vais passer rapidement. Voilà. Ce qui va me concerner dans l'huile d'olive, c'est les acides gras monoinsaturés. Vous savez leur importance pour tout ce qui est blocage des radicaux libres ou inhibition des radicaux libres. Je suis désolé, j'ai l'habitude de faire des présentations en anglais. Les polyphénols qui sont bioactifs, il faut savoir, car aujourd'hui on fabrique des médicaments. Il y a la notion de chiralité dans les médicaments. Ça veut dire qu'il y a une partie L, on est avec des chimistes de haut niveau, et une partie droite, une partie left dans la composition chimique. Ce n'est pas tous les médicaments qui sont actifs ou biodisponibles. Donc il y a une seule partie. Et elle est infinitésimale, partie par million justement. Et donc l'huile d'olive, tous ces polyphénols sont bioactifs dans la totalité. Donc je vais me concentrer tout à l'heure sur un. Donc on l'utilise pour de la prévention comme antioxydant, donc anti-inflammatoire car il a un effet sur COX-1 et COX-2. Donc on peut l'utiliser, vous savez, la notion de l'inflammation dans le cancer, elle est très nuancée aussi. On cherche des inflammations rapides et momentanées. Et on l'a appris des cancers de vessie. Dans le cancer de vessie, les patients, on trouve qu'il a donc le tumeur à l'intérieur de vessie. On va les réséquer rapidement s'il vient donc au bon moment et on injecte le BCG pour créer une inflammation. L'inflammation temporaire, donc, qui est limitée dans le temps, elle aide le corps à agir rapidement dans son immunité. Et donc c'est très bénéfique contre le cancer. Mais l'inflammation chronique donne des cancers. L'inflammation chronique génère des cancers. Et dans le cas de Covid, par exemple, ce n'est pas un cancer, mais c'était une inflammation chronique. Le message qui a été donné à COX-1, à COX-2, il continue dans leur cascade de fonctionnement, il crée une inflammation chronique au niveau des poumons. Donc ça, c'est l'effet anti-inflammatoire qui pourra être aussi vu comme effet anticancéreux, à part l'effet antioxydant. Mais l'effet métabolique aujourd'hui, l'effet métabolique, on ne le comprend pas seulement par la balance entre HDL et LDL. Et encore une fois, je répète, il n'y a pas de cholestérol qui est bon et cholestérol qui est mauvais. Le cholestérol, toujours, il est bon. L'LDL qui pose problème, c'est l'LDL dense, courte, mais l'LDL comme fonction, elle est nécessaire pour notre corps. L'LDL qui est low density, ce n'est pas l'HDL, mais l'LDL on a qui est l'LDL flottant, ça s'appelle le part A de l'LDL, l'LDL flottant, flottant, c'est un LDL plus lent dans sa structure et son rôle, ça sera de chercher le cholestérol au niveau de foie et de les ramener au niveau des cellules endothéliales et réparer les problèmes des cellules endothéliales. Je vous ai dit que lorsque l'LDL devient court, l'LDL court, c'est lui qui fait le sens inverse. Au lieu de ramener le cholestérol des foie au niveau des cellules, il va ramener tous les déchets lipidiques qu'il trouve sur sa route, il les met et les stocke au niveau des foie. Et c'est ça le problème qu'on a pour tout ce qui est ce qu'on appelle syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est un syndrome qui donne l'insulinodépendance, l'insulinorésistance, et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'insulinorésistance qui donne le problème LDL et triglycérides. C'est le sens inverse. En fait, et c'est en lien avec le cholestérol. Et encore une fois, il faut comprendre que le cholestérol, il est nécessaire pour notre corps pour fabriquer toutes les hormones stéroïdes. Pour notre corps, ce n'est pas pour la neuroprotection.
c'est très important et c'est pour cela que j'ai mis ici que aussi l'huile d'olive comme médecin, on le voit comme neuroprotecteur de plusieurs fonctions. Donc l'impact sur aussi les intestins. Vous savez, vous allez avoir des problèmes de crise hémorroïdaire. Nous, en Tunisie, on mange beaucoup d'EPC et on développe des crises. Et votre médecin, il vous prescrit de l'huile de paraffine. Vous savez que l'huile d'olive, il est 1000 fois mieux que l'huile de paraffine, malheureusement. Et c'est pour cela que je vous ai dit, moi, je vois l'huile d'olive dans les pharmacies, je ne les vois pas. Donc, quelle est la différence entre l'huile d'olive et l'huile d'olive? Il est beaucoup plus stable que l'huile de paraffine. Et son action sur les intestins, il s'absorbe beaucoup plus par les intestins et il ne va pas être sur les récepteurs de la cellule épithéliale. Ça veut dire qu'il ne reste pas sur les parois des cellules des intestins. Et c'est pour cela qu'il il est beaucoup mieux, beaucoup plus efficace que l'huile de paraffine. Et encore une fois, si on veut les ramener comme produit, on les vend et on doit les breveter. Donc même, on doit faire l'essai clinique pour. Et depuis longtemps, j'étais en train d'évoquer ça même lors de 2016 à l'ECBS. C'est facile de faire un essai qui ne nécessite pas plus que 60 patients pour ramener un médicament mondial. Encore une fois, moi je suis exactement comme vous, je veux travailler selon les critères mondiaux, worldwide. Un médicament, il est fait pour le monde. Il faut oublier que nous, Tunisiens, on fait un médicament pour la Tunisie. Et c'est pour cela que nos médicaments, ils s'exportent mal. Ils s'exportent pour des pays africains qui n'ont pas du tout de ressources pour acheter des médicaments de meilleure qualité. Et lorsqu'ils ont trouvé les portes de l'Inde, ils s'étaient tournés vers l'Inde et c'est pour cela qu'on a passé de 47 laboratoires à 27 et qui sont en train de faire tout pour vivre, malheureusement, dans un contexte qui change énormément et dans un environnement qui change énormément. L'autre point, bon, ce n'est pas moi qui va parler devant vous de l'intérêt médical, à part, bon, j'étais en train de citer, je souhaite, et c'est pour cela que j'ai commencé par la notion d'essai et les notions biaisées qu'on avait sur la médecine, sur l'evidence-based medicine, c'est les niveaux de preuves qu'on doit ramener. Premièrement, on doit commencer à standardiser ce qu'on souhaite de l'huile d'olive. Si on parle de polyphénols, on doit choisir un parmi les polyphénols existantes et aussi standardiser selon la maturité de l'huile. Vous connaissez mieux que moi quel est le dosage qu'on cherche. Donc standardiser ces données pour qu'on puisse faire un GMP, Good Manufacturing Process, pour les médicaments. Donc, encore une fois, voilà, ce qui m'intéresse, malheureusement, Dr Fandri est rentré, mais je l'ai ramené pour ça, c'est le luocantal. C'est le meilleur pour moi, le meilleur polyphénol qui existe dans l'huile d'olive. Je parle par sa ressemblance à l'ibuprofène. Ce n'est pas sa ressemblance, hein, c'est la base de l'ibuprofène. Il faut savoir que par accident, celui qui a créé l'ibuprofène, il avait un problème de formulation. Il y avait des l'ibuprofène sirop pour les enfants qu'il trouve très piquant. Donc, lorsqu'il a visité l'Italie, c'est un Américain, lorsqu'il a visité l'Italie, il a pris de l'huile d'olive. Les Italiens, ils sont très fiers, il a senti la même chose, et il a fait des essais, des études, ce n'est pas des essais, il a découvert que c'est la même molécule, l'oliocantal, qui existe. Bon, elle est sous-dosée, donc elle ne pourra pas être un médicament, mais il y a une notion très importante, et qu'on pourra rapidement l'enregistrer comme médicament, c'est la notion de l'homéopathie, la notion de la mémoire de l'eau. Donc, et la mémoire de la dose. L'homéopathie consiste à délier le principe actif plusieurs fois et garder que son effet bénéfique. Je me rappelle très bien, Mehdi vous a rappelé que j'ai fait un cursus pluridisciplinaire. J'ai fait une DA de biotechnologie et lors de mon DA, j'ai travaillé sur un lactobacillus à qui on grève une mutation au commissariat de l'énergie atomique en France. On greffe une mutation pour qu'elle soit hyperproductrice d'acide lactique. Mais après, c'est food grade mutant. Ça veut dire que je dois enlever le gène que j'ai greffé. Et la bactérie, elle va se rappeler par mémoire, elle va continuer à être hyperproductrice sans l'existence des gènes qu'on a collés au départ. Donc, et c'est ça exactement la notion de l'homéopathie. Donc, vraiment, et surtout lorsqu'on parle de la population pédiatrique, on commence à adapter le corps de l'enfant à l'ibuprofène 400, qui pourra être très néfaste en termes d'effets secondaires. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, si on commence très jeune, depuis l'âge pédiatrique, à les donner, c'est vraiment grave. Et les homéopathies, elles étaient approuvées partout dans le monde. Même en France, malgré que mon ami Agnès Bézin, qui a été ministre de la Santé, c'est la même formation que moi,
c'est elle qui a décidé de sa tête comme ça, et jusqu'à maintenant, elle n'a pas su me répondre, d'enlever des remboursements de ces médicaments. Et c'est pour cela que plusieurs laboratoires qui fabriquaient l'hémopathie, ils ont fermé. Et c'était des compléments alimentaires, car tous les produits d'hémopathie, ils viennent directement, c'est des produits biologiques qui viennent directement de la nature. Donc, on pourra facilement positionner l'oliocantal venant de l'huile d'olive comme un anti-inflammatoire non stéroïdien homéopathique et surtout pour une utilisation pédiatrique si, encore une fois, on désigne l'essai clinique nécessaire pour ça. Voilà, ça c'est mon topo. Et si un jour je vais revenir en Tunisie, bien sûr, après que j'achète avec Mehdi un peu d'olivier, je vais faire ce travail-là. Aujourd'hui, toutes les molécules que vous voyez à gauche, donc vitamine D, vitamine E, oméga 3, coenzyme Q10, et les cannabinoïdes médicaux. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille avec des centres américains où on utilise les cannabinoïdes dans le cancer des seins chez les patientes, mais je travaille avec Dr Bogdan, c'est un ami, que je développe avec lui des cannabinoïdes en Allemagne qui étaient approuvés, ce n'est pas que pour l'essai, pour le vente d'une façon accélérée. Donc, il faut vous dire la vérité, je ne suis pas quelqu'un qui a, même dans sa vie, fumé une cigarette. C'est moi qui va vous dire de fumer des cannabis. Mais en termes de dangerosité, et ça c'est des essais, hein, des études vraiment avec un niveau de preuve élevé, l'alcool il est au top. Par contre, il est autorisé. Les cannabinoïdes, c'est des médicaments. Et on est jugé sévèrement pour l'utilisation des cannabis. Il faut les modérer pour moi, et il faut l'utiliser dans les parapharmacies d'une façon réglementée, et comme ça, peut-être, mais j'incite pas encore les gens à les utiliser. Aujourd'hui, ils sont utilisés comme des médicaments aux États-Unis et en Europe. Ils ont rentré via les portes de l'Allemagne. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que pour tous ces produits-là, sont des produits liposolubles et qu'ils ont besoin d'un véhicule, d'un excipient, comme l'huile d'olive. Car aujourd'hui, il y a quelque chose aussi que j'ai oublié tout à l'heure. En Europe, le hot topic, c'est les cadmiums. C'est comment ça s'appelle, des engrais, vu qu'ils utilisent beaucoup le phosphate marocain. Et le phosphate marocain, il est riche en cadmium. Les cadmiums sont tous les effets néfastes qu'ils donnent cardiovasculaires et sur le cancer. Ils sont beaucoup plus élevés que les effets néfastes de l'alcool ou du tabagisme. Et aujourd'hui, l'agriculture, même en France, les agriculteurs ils sont en train de manifester car il n'y a pas de solution. Ça veut dire que l'État a commencé à baisser les normes par rapport au taux de cadmium. Par contre, ils ont trouvé des solutions car ils continuent à importer les engrais marocains. Ça, c'est aussi une invitation au ministère de l'Agriculture en Tunisie ou au ministère de l'Industrie car le phosphate interne, moi je ne sais pas, mais ils disent, c'est des échos que j'ai écoutés en Europe, qui est moins riche en cadmium, qui est cancérigène. Nous, on ne dose rien du tout. Et c'est pour cela, lorsque vous avez parlé des autres composantes qui peuvent être existantes dans l'huile d'olive, il y a peut-être des choses comme ça qui viennent des pesticides, mais aussi les engrais qui peuvent contaminer, je ne sais pas. Ça, c'est important. Deuxième chose, pourquoi l'huile d'olive, c'est le meilleur excipient pour ces produits qui sont liposolubles? Car aussi, tous les autres huiles qui étaient testées, c'est des huiles qui étaient extraites en utilisant l'hexane, qui aussi, encore, à des quantités infinitésimales. Les preuves scientifiques sont là pour dire qu'il est cancérigène. Et aujourd'hui, par la notion de nitrithérapie et nitracétique, on est en train de dire le meilleur excipient pour ce produit, ça doit être l'huile d'olive. Et j'espère que je puisse enregistrer un brevet dans ces domaines et qu'on commence. Moi, je partage les informations, même avant leur publication, que je pense que la valeur ajoutée de notre huile d'olive ne consiste pas dans un produit d'alimentation, c'est un produit très noble. Et ces Carthage-là, exportés en forme Ma'alb déjà, donc Carthage, et Carthage l'a exporté même transformé, il l'a transformé. C'est dans les sauces garum, là, qui sont les sauces les plus vendues de l'époque. Donc des sauces qui étaient vendues par Carthage. C'était le poisson sardine avec de l'huile d'olive, donc avec des tomates tunisiennes. Donc aujourd'hui, on pourra encore vendre un produit carthaginois comme médicament et avec une transformation. Vous savez, le vitamine E, tocopherol, je veux utiliser mon sac. Est-ce que tu peux me ramener le sac? Je veux. Le tocopherol, ils utilisent 6 ml, un paquet, utilisent 6 ml d'excipient. Tous les produits, c'est des excipients, sachant que dans l'huile d'olive, il y a des vitamines E déjà. Hein.
Donc 6 amels, il est vendu à 28 euros. Donc si moi je veux utiliser même 12 amels d'huile d'olive et les vendre à 28 euros, j'aimerais bien. Hein. Donc notre agriculteur, il sera content. Je vais vous montrer quelques produits qu'on pourra utiliser. Donc le vitamine D unidose, c'est les plus liposolubles. Donc j'aimerais bien le boire si je vais l'ouvrir. Donc voilà. 90% c'est de l'huile, hein, donc c'est de l'huile végétale. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Moi je les mange. Ça sera bénéfique pour la santé. Donc ça, on pourra le faire et rapidement en Tunisie. En plus, j'ai l'idée de combiner des choses qui sont très recherchées en nutrition thérapeutique, en oncologie. Ça, la photo, je l'ai pris voilà, avec ChatGPT. Combiner le vitamine D et l'oméga 3, qui sont très très bénéfiques pour lutter contre le cancer. C'est dans le cadre des médecines préventives, car la deuxième question que mes patients me posent, qu'est-ce qu'on doit manger? Et vous savez, je vous ai dit depuis le départ, les données sont très nuancées, mais il n'y a pas deux personnes qui peuvent dire qu'il n'y a pas un intérêt de revenir aux choses biologiques. La notion de biologique, elle est très importante, biologique ou organique, et la notion d'une huile qui n'utilise pas l'hexane dans son extraction et d'une huile liposoluble et aussi stable que l'huile d'olive, on ne trouve pas mieux pour tous les principes actifs liposolubles. Je termine par ça, si vous avez des questions. Je suis prêt. J'ai sorti beaucoup de médicaments, mais à la fin, j'ai montré qu'un seul. Juste pour vous dire, c'est la dernière chose. Ça, c'est de Chardon-Marie, vous savez, pour la maladie des siècles qu'on appelle stéatose hépatique. Vu qu'aujourd'hui, un enfant de 7 ans, il a mangé plus que 3 générations de ses grands-parents de sucre. On a des stéatoses hépatiques. Ce n'est pas des graisses, attention, c'est des graisses, mais ce n'est pas des cholestérols. C'est les triglycérides et les sucres qui font cette couche sur le foie. Donc, le seul médicament, c'est des Chardon-Marie. Et j'ai trouvé que ces Chardon-Marie fabriqués par un ami à moi, il vient de Tunisie. Donc, des petites transformations comme ça, peut-être, ils peuvent ramener énormément. Et la Tunisie, elle est très riche. La seule chose, on ne doit pas vendre des choses... malheureusement, je ne veux pas dire qu'on a des cerveaux vierges, mais on est en manque d'inspiration, en manque d'idées. On doit travailler, لازمنا نتمنوا البحث العلمي ولازمنا نبحثوا برشا ولازمنا نخدموا برشا ونخدموا selon les normes internationales. Malheureusement, je vois par exemple, j'ai assisté à des colloques sur la nutrition, lorsqu'on parle des laits, et on parle des laits, et on les lit avec de l'âge. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu. J'étais dans un laboratoire avec Mahdi. On a un professeur qui est venu depuis les années 60, je ne sais pas, il travaille sur les laits des chameaux. Jusqu'à maintenant, il n'a pas fait un travail sur les laits des chameaux. C'est la composition physico-chimique. Les compositions physico-chimiques, tout le monde تعرفها. خليني نشوف حاجة أخرى. Est-ce que je peux l'utiliser comme médicament, comme nutrition, nutrithérapie, nutraceutique, حاجة أخرى. Et je suis sûr qu'il y a. Je suis sûr, car vous savez, lors de ces congrès, malgré que c'était des chercheurs américains, bon, aux États-Unis on trouve des chameaux, mais aussi nordiques qui n'ont pas vu des chameaux dans leur vie, qui disent que c'est le seul lait qu'on pourra continuer à le prendre jusqu'à la vieillesse. Tous les autres laits, même ceux qu'on fabrique, même des amandes, il y a des âges limites à leur utilisation. Et nous, je n'ai pas vu des travaux de recherche sur ça. Il y a quelqu'un qui a publié presque 500 articles sur le lait des chameaux. Il n'a jamais pensé à publier lait des chameaux, nutrition, âge, vieillesse, des choses comme ça. Donc la médecine de longévité, aujourd'hui, c'est un hot topic. C'est un sujet d'actualité. Et on ne parle pas de longévité sans parler des préventions. On ne parle pas de prévention sans parler de l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est l'alimentation. Parmi les plus grands piliers de l'épigénétique, c'est l'alimentation ou la nutrition. Je préfère l'appeler nutrition. D'accord? Merci beaucoup pour votre attention. Et désolé, merci, c'est Moaz. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Pour qu'il réponde. Oui, oui. Pour cette présentation. En fait, je suis médecin de formation. J'étais directeur d'un laboratoire pharmaceutique et je me suis basé sur le synthetic food ou l'alicament. Ce que vous avez posé actuellement, il est très très intéressant et c'est innovant. Et le problème avec
alicaments qu'on parle, la nutraceutical food, c'est des produits qui ne sont pas disponibles sur les guidelines. On ne peut pas avoir des AMM, on ne peut pas commercialiser facilement chez les médecins. J'ai travaillé sur 2 produits en dehors des médicaments. Il y a l'aspiruline, on a un extrait de l'aspiruline, c'est la phycocyanine, qui est classé dans la littérature comme un produit anticancéreux naturel. On a des articles dans ce sens. Mais lorsqu'on visite le carcinologue pour le présenter avec des articles, il n'est pas dans les guidelines, on le donne. Donc, Deuxièmement, pour l'huile d'olive, j'ai travaillé sur les extraits de feuilles d'olivier, de l'européine essentiellement. Et la même chose, les prescripteurs, c'est les médecins. Si on va travailler sur le Facebook, tout le monde travaille sur le Facebook. Deuxièmement, c'est des brevets, disons, non enregistrables, non protégés. Donc, même si vous allez présenter la phycocyanine, l'européine, réellement, on n'a pas une protection. Par la suite, tout le monde. D'ailleurs, Aspax, il y a un brevet qui a été fait sur les extraits de feuilles d'olivier, l'européine, qui est une molécule très très intéressante, antioxydant très intéressant, mais malheureusement commercialisé, enregistré, développé, c'est très difficile. Non seulement en Tunisie, mais partout dans le monde. Les laboratoires, le lobbying des laboratoires ne laisse pas les sociétés innovantes ou récentes, les chercheurs, développer ces produits-là. Donc c'est bien, la présentation, elle est très très intéressante. Il y a beaucoup de produits qui sont très très intéressants en alicaments, mais malheureusement, la commercialisation, elle est très très difficile, même si on a des produits. Même on a une forme pharmaceutique, donc on a des formes pharmaceutiques, mais malheureusement, on ne pourra pas enregistrer. C'est difficile d'avoir une autorisation AMM au niveau du ministère de la Santé publique en Tunisie ou ailleurs. Donc ça, c'est la difficulté de la question. Merci. Bon, merci beaucoup pour cette question, c'est très pertinent. Mais personnellement, encore une fois, je connais très bien la question de spiruline. Il y a une différence entre étude et essai. Si on veut enregistrer un médicament, il faut faire l'essai clinique. Il faut savoir que ce savoir de design des essais, on ne l'a pas. On sait participer à des essais pour exécuter des protocoles, mais designer un protocole d'essai avec des patients inclus dans chaque bras de l'étude, on ne sait pas. Donc si on veut enregistrer, il faut passer par la case essai. Je suis en train de faire tout avec le ministère de la Santé pour ça. Personnellement, Mehdi, il m'a invité 2 ans en arrière avec mon équipe qui travaillait sur la nutrition thérapeutique et j'étais président d'honneur de Viva Food à Genève, le plus grand congrès de compléments alimentaires. Je peux vous rassurer que 90% de ces compléments, ils ne servent à rien. Il n'y a aucune preuve scientifique. Vous savez pourquoi? Car on ne fait pas des essais. Pour moi, si on veut enregistrer, il faut l'enregistrer comme médicament. C'est que j'étais en train... oui, de l'argent, mais il faut un projet national. Moi, écoute, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'on a un office d'huile qui n'a jamais investi dans des essais. Je n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire avec un office d'huile, avec des chercheurs de haut niveau? C'est un produit national, on n'a pas mieux que l'huile d'olive, c'est le pétrole tunisien. Donc il faut laisser, si on veut approuver un médicament, il faut parler AMM, c'est la protection, un essai clinique, et ça sera un médicament mondial. Donc il faut comprendre ça, docteur. Il faut... encore une fois. Pardon, ce n'est pas une discussion personnelle, mais juste on a un institut national de nutrition, les Mojoud Sadoun, où il y a au moins une 50aine de médecins et j'ai jamais entendu parler d'une étude sur l'huile d'olive. أنا كيف أنا مهدي عادي في الديريكت ما نحبش نعمل المشاكل الروحي. Mais pour l'Institut national là de nutrition, beaucoup de points d'interrogation, même sur les recommandations qu'ils mettent malheureusement.
Merci pour ces questions. Je vais commencer par la question que j'ai senti qu'elle m'a touché directement. Je suis cancérologue et j'ai développé plusieurs médicaments contre le cancer. J'ai dit que ces dernières 20 ans, je suis le médecin, entre parenthèses, européen qui a développé le plus de médicaments contre le cancer. Donc on a des médicaments très efficaces et qui guérissent même des cancers. J'ai présenté les CAR-T. Je ne peux pas donner les noms, je donne les noms commerciaux, ça s'appelle Kymriah, mais malheureusement on ne peut pas le voir chez nous car ça coûte très très cher. C'est 1,2 million et on peut guérir, quelle que soit la phase de cancer, on pourra guérir. Et aujourd'hui, on pourra fabriquer des vaccins thérapeutiques sur place. Si vous m'avez cherché sur Internet, vous allez voir que lors de l'ASCO, j'ai présenté le premier vaccin universel, vaccin thérapeutique. Et donc, il y avait une intervention dans plusieurs chaînes de télé, y compris France 24 et CNN, sur ça. Donc on a des médicaments efficaces. Est-ce qu'on a encore besoin de travailler, de rechercher? Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, l'occasion pour les aliments, la nutrition, qu'on est en train de shifter des traitements à la notion de prévention avec la médecine de précision. La médecine de précision ne se focalise pas que sur traiter, on pourra prévenir. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui pourra prédire des réponses aux médicaments, prédire l'arrivée des maladies cancéreuses. Car vous savez, avec les séquençages, avant on fait des séquençages avec les méthodes de Sanger, PCR et tout. Aujourd'hui, on fait des séquençages avec ce qu'on appelle NGS, Next Generation Sequencing. On pourra séquencer rapidement le génome humain et tous les cancers qui peuvent venir via le gène, via des mutations, on pourra les prédire, on pourra les voir. Donc la prévention, c'est la base. Prévenir en utilisant des doses quotidiennes d'un anti-inflammatoire non stéroïdien naturel, c'est très très bien. Et je vous ai présenté dans ma présentation que même les médicaments, la notion des doses, elle est un peu biaisée, car on cherche des doses limitantes ou qui limitent la toxicité ou doses maximales tolérées, ou à titre indicatif donner une dose au médecin, mais la dose après c'est personne dépendante. Il faut que chaque médecin travaille avec un centre de pharmacogénomique pour déterminer la dose sur la base du métabolisme. J'ai un ami qui est très très connu en France, professeur Francis Lévy, et je travaille avec lui. Professeur Francis Lévy, c'est le premier dans le monde qui a créé ce qu'on appelle la chronothérapie. Ça veut dire qu'il y a une heure exacte, personne par personne, pendant laquelle vous pouvez donner un médicament, c'est la médecine circadienne, pour laquelle, après 7 heures, le médicament ne sera pas efficace, il va donner que des toxicités. Et il y avait des essais cliniques, 47 essais cliniques rétrospectifs, ils ont prouvé, donner l'immunothérapie à des patients après 15 heures, ça ne sera pas efficace, ça va lui donner que des toxicités. Par contre, pour le cancer des seins triple négatif, leur donner une immunothérapie à base d'anti-PD-L1 avant 15 heures, ça sera néfaste pour leur santé. Donc c'est des choses, je vous rassure, que les oncologues ne le connaissent pas. Pas qu'ici, qu'en Tunisie, mais plusieurs oncologues dans le monde ne connaissent pas tout ça. Il y a une étude prospective qu'on va faire, et je vais inclure des centres tunisiens, qui a cette notion de chronothérapie. Et j'ai dit personnellement qu'il y a aussi la chrononutrition. Il y a 2 heures exactes pour manger. On ne peut pas manger, on dit que le corps humain a besoin de sucre. Notre cerveau, il a besoin de 240 grammes de sucre par jour. Et si on lui donne ces sucres via des circuits kétones, c'est possible. Transformer des acides gras en sucre, c'est possible pour le corps. Hein. Donc l'acide pyruvique, il pourra transformer des acides gras en sucre. Mais ça sera un système qui nécessite beaucoup d'efforts à notre corps et à notre cerveau. Donc le sucre, il est nécessaire, mais à quelle heure on doit prendre le sucre? Tout est une notion de temps, toute une notion de quantité, toute une notion d'équilibre. Je reviens à votre question par rapport à une cuillère. Je suis contre de dire que c'est pour tout le monde, encore une fois. Ça dépend du programme. Moi, je ne vais pas perdre de poids. Donc, je vais vous dire la vérité. En France et aux États-Unis, j'ai vécu aussi à Genève et à Milan. Ben, je commence mon petit déjeuner avec l'huile d'olive, mais beaucoup d'huile d'olive. Et je suis bien. je suis très bien. Je peux vous dire quelque chose. J'ai parlé de l'huile d'olive qui remplace l'huile de paraffine dans des problèmes de constipation, car il augmente la motilité intestinale. Mais l'huile d'olive, et ça c'est des essais, des études, ce n'est pas des essais, on montre, et je vais vous parler des essais par la suite, on montre que l'huile d'olive, on a tous des microbiotes, hein, et l'huile d'olive, c'est le seul qui augmente une bactérie qui s'appelle Lactobacillus, comme la bactérie qu'on trouve, Lactobacillus jeansii.
Cette bactérie, personnellement, je travaille avec un labo. On fait des greffes fécales chez des patients traités par l'immunothérapie, des patients qui ont des cancers gastro-intestinal et surtout cancer colorectal. On fait des greffes fétales pour augmenter les taux de ces bactéries car elles sont très bénéfiques et qui donnent une synergie avec l'immunothérapie. Il augmente l'effet de l'immunothérapie chez les patients. Donc l'huile d'olive, et ça c'est des études, encore une fois, les études qu'on a fait aujourd'hui en nutrition en général, partout dans le monde, il manque de nouveau des preuves, d'accord, qui montrent que l'huile d'olive, il augmente donc, le germe ou cette bactérie qui s'appelle Lactobacillus jeansii. Je vous appelle à vérifier sur Internet cette information. Donc vraiment, il est très bénéfique pour la santé personnellement. سي معز نشكرك على المحاضرة القيمة. حبيت نسألك كمخترع، هل بالإمكان Oui. نسوقوا الزيت بتاعنا مش فراك بل دواء. Ouais, ce que j'ai présenté la dernière slide, on peut l'utiliser comme excipient de plusieurs vitamines qui sont liposolubles, qui dit aussi des coenzymes qui sont liposolubles. On pourra les faire sous différentes formes. Je vous ai montré même la forme de gélule que j'ai pris de vitamine D. Et ça, ils utilisent 90% d'une huile transformée. Et pour l'huile transformée, aujourd'hui en cancérologie, c'est mon domaine, ils sont tous excrètes en utilisant l'hexane, qui est cancérigène. Et c'est aujourd'hui l'actualité en Occident, CCG. Donc ramener de l'huile d'olive et surtout de l'huile d'olive extra vierge biologique, ça sera une solution. On va solutionner le monde avant de commencer à penser qu'est-ce qu'on va gagner. Et après, bien sûr, c'est une valeur ajoutée. Vous savez, si vous me donnez une tonne d'huile d'olive, je peux avoir une valeur ajoutée comme toutes les tonnes qu'on est en train d'exporter, vrac ou mis en bouteille. Juste une tonne pour faire quelques millions de doses de vitamine D ou de tocopherol aujourd'hui de vitamine E. D'accord. Ok. Je veux présenter, je suis dans la commercialisation de l'huile d'olive. Donc vous parlez des marchés au col. Je viens de rentrer hier du Canada, donc je fais un peu le tour du marché. C'est vrai que notre huile d'olive n'est pas aussi valorisée et sur quoi on va parler aujourd'hui lors de mon intervention, comment faire. Ça n'empêche, je vous montrerai quelques exemples de Tunisiens qui se sont placés sur ce segment et qui commencent à réussir. On en parlera. Par contre, j'ai quelques questions, Dr Moaz. Vous résidez en Europe, je suppose. Et vous savez le dilemme ou le problématique du Nutri-Score. Et au début, l'huile d'olive a été classée C. Et il y avait une grande vague des producteurs pour le pousser à code B maintenant. Quel est votre avis et comment on arrive à ça alors que déjà l'Europe ce sont des pays producteurs, donc ils ont les moyens de défendre leurs produits. Pourquoi c'est encore un produit plus ou moins dénigré par rapport s'il est déjà pour le consommateur classé C. Deuxième question, vous parlez des études. Je sais, il y a eu beaucoup d'études. UC Davis aussi, le laboratoire en Californie, ils ont beaucoup d'études qui ont travaillé sur l'huile d'olive. Pourquoi déjà ne pas, déjà je demande aux opérateurs tunisiens déjà de commencer à parler de ces études par rapport à leurs produits, s'ils répondent aux mêmes normes de qualité. Et la troisième question, est-ce que vous connaissez le docteur Henri Joyeux, qui est un cardiologue et cancérologue, je pense, à la fois, qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup travaillé l'image de l'huile d'olive tunisienne, marocaine. Et il est en train maintenant de parrainer une marque qui est en train de faire, c'est-à-dire une belle part de marché. Donc on compte sur des compétences comme vous pour au moins convaincre le consommateur qu'il arrive à acheter. Par exemple, la bouteille marocaine se vend, les 250 millilitres, se vend très bien. Se vend à 250 millilitres, se vend à $28. Je
Je vous montre après exactement. Et c'est un produit qui est en train d'évoluer. Maintenant, il rentre sur l'Europe, mais ils ont commencé par le marché le plus important qui est les États-Unis. Donc, je ne sais pas, je vous propose, je ne connais pas. Merci je beaucoup suppose pour. que vous êtes, Oui. voilà, vous êtes bien placé, je pense, mieux, même comme docteur Henri Joyeux, même Oui, plus. oui. Je ne sais pas, mais moi, je suivi docteur Joyeux à propos de ça. Voilà. Merci beaucoup pour ces questions très pertinentes. Premièrement, je ne crois pas à la maîtrise C ou B ou A. Aucun oncologue ne croit à ça, car nous, c'est l'evidence-based medicine. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'on a dépassé, on parle de l'intelligence-based medicine. Et on trouve que les études qui étaient faites, ce pas des études qui ont un niveau de preuve adéquat. Donc on ne parle pas des tout. Et vous savez, cette culture, elle existe depuis l'apparition. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont semé des doutes sur alimentation et nutrition, car aujourd'hui, on est en train de revenir à l'essentiel, à la nutrition, à la place de l'alimentation. Mais on ne le prend pas en considération, sachez, même dans les hôpitaux, pas du tout, on ne le regarde même pas. Oui. Oui, je sais, on a des applications pour ça, mais c'est des applications faites par des charlatans, ils ne sont pas basés, ils savent. Et si on voit des plateaux aujourd'hui d'information, d'éducation thérapeutique, on ne parle jamais. Un diabétologue à son patient, ou un endocrinologue à son patient, ou un cancérologue, j'ai fait moi-même mon métier, on ne parle jamais de ça, on ne les prend pas en considération. La deuxième chose, par rapport à Henri Joyeux, je le respecte beaucoup, mais il n'est ni cancérologue, ni c'est un médecin généraliste des villes. Et bien sûr qu'il pourra faire de commercial. Donc, et je peux vous dire qu'il était rayé de l'exercice de médecine, ça fait 3 ans. Bien sûr, suite à ce qu'il a dit pendant Covid. Exactement, et surtout qu'il part à Marrakech avec sa femme, moi je connais très très bien. Donc il part à Marrakech, il est marocain, ils sont mieux que nous pour la commercialisation d'ailleurs de tout. La cuisine marocaine, si ce n'était pas Fatma Al-Fahriya qui a construit Fès, il n'y aura pas de cuisine marocaine. Par contre, notre cuisine, lorsqu'on y va à l'étranger, on fait des frites et on est connu par le fricassé. Et même la Tunisie s'est transformée. Pour moi, ici on regarde Covid qui a été encore cité par Mariam. Covid, vous savez que la Tunisie, c'est le 2e pays au monde en termes de mortalité. 34 000 morts pour une population de 11 millions. Oui, 2e pays au monde, le 1er pays en Afrique. Vous savez pourquoi? Par notre nutrition. Car ce qu'on appelle restaurant ici, toute la Tunisie, il n'y a pas un restaurant. C'est des fast-foods qui vendent des bombes. Croyez-moi, c'est catastrophique ce qu'on a en Tunisie. Et le ministère de Santé ou de l'Agriculture, ils n'ont aucun moyen de détecter le moindre carcinogène dans nos produits. Vous voyez l'histoire des laits, je ne sais pas quoi, l'histoire récente des laits. On n'a pas de moyens de contrôle aujourd'hui. On a 2 inspecteurs au sein du ministère de Santé qui contrôlent aussi bien les cliniques que je ne sais pas quoi, et on a des formations qui sont loin de ces... On n'a pas ni les moyens ni les formations de base nécessaires pour vraiment contrôler. Mais moi, c'est pour la bonne cause, en fait. Je ne critique pas, je souhaite fonder des choses sur de bonnes bases. Donc voilà, c'est pour votre question. En fait, on a besoin de travail des gens comme vous. On a besoin de commercialiser l'exemple tunisien dans la nutrition. Vous savez, lorsque Carthage avait l'espérance de vie de 45 ans, Rome avait une espérance de vie de 21 ans. C'est ça qu'il faut commercialiser. Et à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Et autre chose, lorsque Ibn Jassar a quitté la Tunisie, il est parti en Europe, il a trouvé que les Italiens, donc de Venise, ils ne savent pas se traiter. Et c'était les livres d'Ibn Jassar qui ont été traduits avant les livres les mêmes Razi ou Avicenne. Donc la Tunisie a un historique. Et la Tunisie s'était basée toujours sur la nutrition. Elle a fait toute thérapie avant. Donc notre force, c'était ça. Et aujourd'hui, on a perdu la mémoire. On a complètement perdu la mémoire. J'ai oublié de vous citer quelque chose. C'est une recette de grand-mère. Avant, pour les vermifuges, les femmes, ils mettent un traitement anal à base de l'huile d'olive. Vous savez que ça a été testé, mais pas dans un essai clinique. Car le problème, c'est pour cela que je vous ai dit que le niveau de preuve est important. Un essai faire en in vitro, ce n'est pas comme l'essai chez les mains. Car le modèle humain, il est beaucoup plus compliqué. Donc, mais ça a été testé de l'huile d'olive comme anti-vermifuge et ça fonctionne très très bien et beaucoup mieux que les anti-vermifuges qu'on a aujourd'hui, qui sont tous chimiques et qui étaient utilisés même dans l'arsenal des guerres lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, les anti-vermifuges qu'on donne aux enfants qui ont de... Il y a un doute qui est aux toilettes. C'est ça en fait.
Donc, bonjour. Je me présente, Sausen Mred, présidente du réseau féminin tunisien d'huile d'olive, CIO FODEV Consulting. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et ça fait plaisir de vous entendre, cher docteur. En fait, je veux dire, j'ai pas des questions carrément, mais en fait, une petite simulation de ce que vous venez de dire. Et donc, est-ce que vous confirmez ce que je vais dire maintenant ou pas? En fait, donc, d'après ce que j'ai compris, donc, vous dites que l'incarnation d'une bactérie bénéfique donc, peut donner une solution radicale. Donc, on peut utiliser l'huile d'olive comme synergie de cette incarnation de cette bactérie. C'est ça. Et donc, par la suite, si je pense bien, vous voulez dire qu'on peut utiliser l'huile d'olive comme une solution indirecte à la résistance d'insuline, par exemple. Et donc, l'impact donc direct à travers la consommation d'huile d'olive, ça sera donc une thérapie indirecte et donc ça sera une belle valorisation en termes disons, de commercialisation d'huile d'olive auprès des consommateurs pour le healthy food style, etc. Et donc, on peut donc retourner vers une autre histoire que vous venez d'évoquer. Donc, je parle, si on se rappelle, du slide d'Olio Européna. Donc, je pense, vous avez parlé de protein targeting molecule. Donc je ne sais pas, je ne suis pas une grande biologiste, mais je me demande, est-ce qu'on peut reprendre le même modèle pour rappeler les bienfaits de l'Olio Européna et faire un targeting pour une protéine bien déterminée et cibler cette protéine à travers les polyphénols et tocophérols produits qui existent déjà dans l'huile d'olive. C'est très bien, c'est une bonne question. Premièrement, c'est une bonne compréhension de ce qui a été présenté. La seule chose que j'insiste, que tout ça nécessite des niveaux de preuve. Donc les rationnels, vous savez, lorsqu'on commence un essai clinique pour demander les autorisations, c'est fondé, tout ce qu'on connaît, c'est un rationnel scientifique solide. Sinon, on n'aura pas l'autorisation. Tout ce que j'ai présenté, c'est le rationnel scientifique pour commencer l'essai qui donne le niveau de preuve. La seule chose, l'huile d'olive comme exception, ça c'est sûr, car c'est une formulation qui ne nécessite pas, ça veut dire on nécessite de faire des GMP et le mettre dans quelque chose qui a déjà là même et approuver la nouvelle formulation. Ça sera beaucoup moins lourd que faire un essai clinique de nouveau, car mon collègue médecin, il a mentionné le coût de faire des essais cliniques et peut-être un savoir-faire aussi, ce n'est pas qu'un problème de coût. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, le coût des essais, il est en train de régresser. Par exemple, les medical monitoring aujourd'hui, qui coûtent le plus cher pour un essai clinique, medical data review et medical monitoring. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je vous rassure, j'avais une équipe de 136 oncologues. Aujourd'hui, il me reste 12. Le reste, c'est des agents et partout dans le monde. Je gère 79 pays. Donc, il faut comprendre, je parle de medical monitoring, ce n'est pas le reste de l'équipe. Donc, aujourd'hui, on sait faire des essais qui sont très ciblés. Il faut le rationnel scientifique. Et pour l'huile d'olive, il nous a facilité les choses. Le rationnel scientifique, il est là. Donc, le microbiote, encore une fois, le microbiote dans ce qu'on appelle omics a une place très importante, de même niveau que les génomiques ou les transcriptomes. Vous savez, nous, c'est pour cela que je vous ai annoncé tout à l'heure, je m'excuse, je ne veux pas, là, si je veux bouger. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il y a des mains, il y a la chance d'en vivre jusqu'à 2035. Ah, ok, désolé. Ok. Donc, l'être humain qui va avoir la chance de vivre jusqu'à 2035, il pourra vivre jusqu'à 150, entre 150 et 160, mais on va dire jusqu'à 150 avec un corps de 30 ans. Vous savez pourquoi? Car nous, si on a dans la salle des informaticiens, pour faire des programmes, ils apprennent à coder, faire des codes pour faire des programmes. Nous, on a commencé par le sens inverse. Monsieur Houston écrit qu'en 1945, ils ont trouvé cette double stone, ils ont trouvé ces codes.
Et ils ont décrypté tous les programmes. On a terminé leurs travaux en 2010, on a séquencé la partie non codante. Aujourd'hui, la maladie ne posera plus de problème, car on saura traiter par des codes. Et ce qui va arriver, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça sera ça. On va traiter, on le veut ou pas, l'intelligence artificielle va remplacer en premier temps le médecin qui n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais il va remplacer à la fin le médecin. Vous voyez, dans notre pays, j'ai des amis chirurgiens, docteurs, ils m'ont tous contacté, j'ai une très bonne relation avec le ministère pour la chirurgie robotique, pour intégrer le robot, même chez vous ici à Sfax, j'ai ramené. Donc, pour le robot, mais pour le moment, un robot, il est programmé par un BTS, un technicien, et le chirurgien qui fait Bac plus 10, il est content d'utiliser. Aujourd'hui, aux États-Unis, au Japon, au Canada, en Chine, on a fait les premières chirurgies de vésicules biliaires sans l'intervention humaine. Ça veut dire le robot multibras, attention, double console remplace déjà le chirurgien. En 2010, j'ai travaillé avec une société américaine qui s'appelle iCAD. C'est des informaticiens. J'étais le seul médecin. Donc j'étais le medical advisor, le seul médecin. Ils ont développé des algorithmes, vous savez, pour les mammographies. Un médecin référent, ça veut dire qu'il a l'expertise et qui travaille dans un centre de référence de lecture de mammographie. Il fait un faux positif sur 7. On a un médecin avec nous. Vous vérifiez sur votre chat GPT. Un faux positif sur 7 patientes. L'agent, cet algorithme, à l'époque on ne parle pas d'agent IA encore, cet algorithme il fait 1 sur 10 puissance 19, ça veut dire 0,1901 des faux positifs. Donc le radiologue aujourd'hui, si on n'a pas créé la radiologie interventionnelle, il sera au chômage. Et c'est pour cela que la France, on dit que la première communauté qui part en France, c'est des radiologues. Pourquoi? Car la France ne forme plus de radiologues, elle n'a pas besoin, elle sait qu'ils seront remplacés. Notre problème, parfois, on exécute des choses, mais on n'a pas de vision. Le problème de la Tunisie, ce n'est pas des stratégies. Ou des plans. On commence un plan d'action ou une stratégie sans vision, comme l'intelligence artificielle. Les gens en Tunisie, tout le monde qui se prétend, que vous voyez à la télé, qui prétend expert intelligence artificielle santé, c'est des menteurs. Vous les prenez pour des menteurs et vous dites que c'est le professeur Ben Ali qui nous a dit ça. Personne d'entre eux n'a développé un algorithme et on ne pourra pas le faire. On peut, l'intelligence artificielle, c'est plusieurs layers, plusieurs niveaux. Il y a l'intelligence artificielle qui a été liée à la révolution de la médecine numérique, donc dans les années 2000. La médecine numérique, la première chirurgie à distance entre l'hôpital de Montréal et Saint-Antoine en France, c'était en 2000. Donc cette médecine, c'est l'interface qui va fluidifier la relation patient-médecin. Ça veut dire c'est pour prendre un rendez-vous, comme Doctolib, on a en France par exemple, pour ça, ou pour fluidifier l'interaction professionnelle de santé, un radiologue avec l'oncologue. Ça, on pourra le faire et on doit rentrer par ces portes-là. L'autre intelligence artificielle qu'on pourra rentrer, et rapidement, c'est l'intelligence artificielle faite par les biologistes. Et c'est pour cela qu'on a des bio-informaticiens. Mehdi, il pourra vous parler d'un ami qu'on a en Arabie Saoudite. Voilà, vous donnez une séquence à un algorithme bien déterminé. Il va vous donner les formes 3D qu'avant, on doit faire personnellement pour chercher les boucles apicales d'un ARN, d'un virus. J'ai passé 4 ans. C'était mon PhD. Aujourd'hui, je rentre dans un algorithme, il me donne la structure. Je n'ai pas besoin de passer par la ramène. J'ai la structure 3D de la protéine recherchée. Donc ça, on pourra les faire. Et la preuve, Instadip, qui a travaillé avec une société de microbiologie anglaise, elle a réussi à développer quelque chose. Cette société anglaise, en fait, Instadip, ils ont resté un prestataire de services. Et vous faites attention, hein, l'argent levé, ce n'est pas pour Instadip. Il faut être raisonnable. Les 425 millions de livres, c'est la société de microbiologie. Qu'est-ce que cette société a vendu en fait au monde, a demandé à ses informaticiens développeurs? En fait, l'ADN, on a une mutation chaque 1 million nucléotides. C'est l'ADN, elle est stable, double bras. L'ARN, c'est chaque 10 000. On divise par 10. Donc, ils ont étudié toutes les possibilités d'imitation de virus Covid. Et comme ça, on prépare, car un vaccin, on ne le prépare pas pour un seul variant. On le prépare pour plusieurs variants et c'est comme ça que chaque année, on lance un nouveau vaccin contre la grippe. Car on a déjà calculé quelles seront les mutations possibles du virus. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qu'on pourra faire. Mais lorsqu'on parle d'intelligence artificielle qui va faire un diagnostic, poser un diagnostic, ou faire une présélection d'une thérapie, ou sélection d'une thérapie, ou prédiction de réponse à une thérapie,
c'est un dispositif médical, il faut faire l'essai clinique pour l'approuver. Et ça sera les lois de diversity qui seront appliquées. Ça veut dire l'essai clinique, elle ne s'ouvre pas dans un seul pays. C'est multicentrique, international. Et ça, même les designs des essais, je suis un spécialiste des designs des essais, c'est mon travail mondial. Et les nombres de protocoles que j'ai fait, FDA et EMA, donc je sais, c'est mon domaine. On n'a pas cette expertise en Tunisie. C'est un know-how qui n'existe pas. Deuxièmement, et c'est la chose la plus banale pour n'importe quelle, l'intelligence artificielle, elle se base sur quoi? Sur des données. La taille de notre population ne permet pas d'avoir des données d'évidence. On pourra avoir des real world data. On y va chez n'importe quel généraliste, on a des tonnes de données. Mais est-ce que ces données, ils ont une valeur scientifique? Pas du tout. Car les données qui vont être shiftées en évidence, ils doivent être collectées depuis le départ sur un plan d'analyse statistique et sur un rationnel scientifique et sur un protocole scientifique qui doit être déposé préalablement à la comité d'éthique et au comité scientifique. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Est-ce que la Tunisie sera un pays d'intelligence artificielle et de médecine prédictive? Oui, car vous savez pourquoi? Ce n'est pas par notre volonté. Car ils ont besoin de donner des 1,2 million Africains. Et ils ont essayé via le Maroc. Le Maroc n'a pas qu'un seul ambassadeur. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Ils ont aussi des scientifiques de haut niveau. C'est lui qui a créé le vaccin Covid, en fait, qui a été appelé par M. Trump. C'était mon contrepart chez GSK. Moi, j'ai tenu le service d'oncologie. Monsef Slew tenait le service de vaccin. Il était appelé par Trump. Et moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura un vaccin ensemble. Je connais Monsef Slew, c'est un Marocain. Le Maroc a visé, elle a continué avec l'école publique polytechnique et scientifique, et l'école d'ingénieurs, justement. Et vous savez, madame, vous avez dit que vous ne voulez pas qu'il vous appelle ingénieur. Notre Premier ministre en France, à la télé, 2 semaines en arrière, il était en train de critiquer le système en disant qu'on ne pourra pas continuer en France avec un pays géré par des juristes, ça veut dire des juges et des avocats, lorsque le monde, c'est un monde de technologie. Et si on prend l'exemple de la Chine, 80% de ministres chinois et de l'administration chinoise est basé sur les ingénieurs. Donc le monde, c'est un monde d'industrialisation. Le Maroc, elle a gardé ça. Par contre, elle n'a pas su nous remplacer pour tout ce car elle a fait une géopolitique qui a créé des ennemis pour elle. C'est le seul pays qui pourra garantir à l'Occident de rester performant dans le domaine de santé, surtout santé, vous l'avez compris, la santé elle est plus grande que la médecine, et c'est le développement des dispositifs et des médicaments. C'est ça la pharmacoéconomie, c'est ça l'économie de santé. Donc et la santé, elle a été créée pour générer des revenus. كتشوفوا دولة تعرفوها متخلفة وقت اللي تصرف على السانتي. لازم المواطن يداوي بلاش والدولة تدخل في الفلوس من السانتي. Sinon pourquoi il y a des laboratoires et des assureurs? C'est pour générer des revenus. La santé, c'est des revenus. Donc on pourra générer des revenus, on va, mais pas par notre volonté, car on n'a rien compris. عملنا استراتيجيه وطنيه راهو l'intelligence artificielle في السانتي. Mais كما قلت لكم استراتيجيه من غير فيزيون. Donc l'avenir de la médecine, c'est l'Afrique, et l'avenir de l'Afrique digitale, c'est la Tunisie. Et c'est pour cela qu'il y avait le truc Medesa, je ne sais pas quoi, c'était dans ce cadre-là. Le seul continent qui garantit l'avantage de l'Occident par rapport à la Chine, c'est l'Afrique. C'est de même taille démographique. Mais notre taille démographique, il est rien. Si on ne profite pas de notre existence par rapport à l'Afrique, on ne sur la position interne. Je traite avec comme on fait Bruxelles, dans des réunions avec des ministres de santé, des ambassadeurs africains à Bruxelles. Et c'est moi qui ai commencé à initier ça, et je défends l'intérêt de la Tunisie. Mais malheureusement, c'est Mouaz Ben Ali à l'échelle personnelle, car il n'y a pas la vision. أنا قلت لك النهار اللي كان جاء عندي بوفوار ما نبيعش زيت الزيتون لبرا impossible. J'ai les subventions pour ma population, je ne les vendrai pas. Malgré que je suis un citoyen du monde, je suis dans le partage. Mais نبيعوا لهم dans les pharmacies. Ils vont les acheter chez les pharmacies et chez les parapharmaciens. Merci. Une question, pas sur l'huile d'olive, c'est sur le vaccin anti-Covid. Des rumeurs parlent des effets secondaires du vaccin anti-Covid, surtout après avoir retiré l'AstraZeneca des marchés. AstraZeneca retiré des marchés, non. Vous êtes de quelle formation? Économiste. Ah, ok. Là, vous êtes pardonné. En fait, un effet secondaire d'un médicament, quel que soit, ne dépasse pas 2 mois. Sauf les effets secondaires graves, handicapants, qui peuvent être irréversibles. Pour les vaccins, c'est un médicament spécial. Il n'a pas ce type de classification. Donc, premièrement, il
faut savoir que le vaccin, ce n'est pas un médicament, c'est un médicament d'intérêt stratégique majeur. Ce n'est pas d'intérêt thérapeutique, attention. Hein. Donc c'est pour cela que la Tunisie, avec son argent, elle n'a pas réussi à avoir le vaccin. Car أنا نعطيهولك إذا أنت عندك علاقات سياسية معايا. احنا وقت اللي صار كوفيد يجينا تعليمات من وزارة الدفاع تقول لنا لشكون نبيعوا الفاكسان وشكون لا. على خاطر سي با بور غانيي دي لارجون. Il faut faire attention. Les laboratoires, ils ne gagnent pas de l'argent. Le vaccin le plus cher, c'est $2.90. أنا يترت زيت زيتونة أغلى منه. D'accord. Donc le vaccin, ses effets secondaires sont publiés sur le site d'FDA, tous les effets secondaires attendus et inattendus. Comme n'importe quel médicament, il a des effets secondaires attendus, تحطوهم من الأول من phase de test, et l'inattendu qu'on collecte dans les CSR, les clinical study reports, اللي نعملوهم chaque 6 mois وقت اللي هو commercialisé. Donc ils sont tous publiés. Jamais de la vie un vaccin qui a été développé. احنا نعطيو الفاكسان للولاد الصغير اللي تولد. Jamais de la vie ثم vaccin l'effet secondaire نتاعو يدوم أكثر من 2 mois. Donc ce que vous entendez, c'est des rumeurs. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que le vaccin AstraZeneca n'était pas retiré sur le marché. J'ai milité. Si vous revenez encore à mes podcasts, vous allez voir que j'ai dit le vaccin AstraZeneca, pour les Tunisiens, il ne faut pas les donner moins de 55 ans. C'était des recommandations du laboratoire lui-même. On les donne au moins de 55 ans. Ils ont développé des micro-embolies. Et ces micro-embolies, ils ont donné un Covid très grave en fait. Il y a des décès même. Encore une fois, vu que je vous ai dit, il y a un centre de pharmacovigilance مسمينه pharmacosomnolence, احنا البلاد الوحيدة عندها 34 000 morts Covid. On a déclaré aucun mort par vaccin. البلاد الوحيدة في العالم زاد. Ça fait mais le vaccin c'est safe, d'accord. Mais انت كعبة الحلوى تحطها في فمك عندها effet secondaire. Donc vaccin ou médicament عندهم des effets secondaires, mais c'est des balance bénéfice-risque qui fait que on l'utilise ou on l'utilise pas. D'accord. دكتور معز، معناها شكرا على المداخلة متاع اليوم. أنا الحقيقة كنت نسمع بيك ما أول مرة هكا نسمعك ديريكتومون. أنا دكتور سعيد الفقيه، شيرشور أجرو إيكونوميست وإنجينيور في معهد الزيتونة. وبالنسبة لي ستين فيرتي معناها دافوار ان اكسبير كيما دكتور معز بن عدي، ستين فيرتي ناسيونال. أنا نعتز الحقيقة أني اليوم سمعتك، نعتز بيك. أنا فما إشكال هو نعيشوه احنا في تونس، انه اليوم لي ريزو سوسيو هما السورس دانفورماسيون نتاع الناس الكل. انا كي نحل الريزو سوسيو نشوف دي فيديو اللي فما كل شيء دو تو اي دو ريان. فما مره ان سبيسياليست يحكي على الكاليتي دو لويل دوليف. المشكله احنا فما اصحابنا دي دكتور دي سبيسياليست يكلمونا يسالونا يعملونا يا اخي يحكي فيه صحيحه، معناتها هم دخل فيهم الشك. دونك انا كي نسمع انسان يحكي في الضمان نتاعي وبالحق راهو يحكي ويقنع الانسان اللي يسمعه، عنده هكا سبحان الله عنده كاريزما ولا عنده كوميونيكاسيون كبيره برشا دو تيل مانيير يقنع العباد. دونك انا نسال روحي نقول توا هذا الدومين اللي انا نفهم فيه السيد هذا يحكي بالطريقه هذه ومقنع، وفما عباد تكلمك وتسالك تقول لك بربي براسمك اخي بالحق يحكي فيه الكلام هذا، تقول انت ايش تحكي يا اخي بالحق انت تو انت دكتور وتقتنع بالكلام هذا. انا السؤال نتاعي اليوم دكتور معز بن علي، انا كيفاش نجم نتبعك مثلا نتبع لي ريشيرش نتاعك؟ اسكو لو بوبليك اسكو عندك معناها تنشط سير لي ريزو سوسيو؟ خاطر لو وجدت ما لقيتش عندك شان يوتيوب نجموا نعملوا لك هكا معناها سبونسورينغ حاجه على الاقل باش المعلومه الصحيحه توصل للناس، خاطر الناس تسمع في دو نامبورت كوا وتصدق. هذا وشكرا. شكرا، ميرسي بوكو. Malheureusement, le temps pour les réseaux sociaux me تمش برشا. أما je m'inquiète exactement comme vous, car plusieurs experts et même des gens dans le domaine, vous savez, j'ai dans ma propre famille, hein, et j'avais peur pour ma mère, par exemple, qui m'appelle, oui, mais مش تبع دكتور العوضي. Faites attention, hypertendu, je sais pas, c'est très très grave. Parfois des gens qui sont dans le domaine راهو يكلمك. أنا عندي في فترة كوفيد زملائي طب أنا يكلمك avec des messages على خاطر شافهم على فيسبوك يقول لي راهو سي vous faites attention راك أنت اللي نورمالمون اللي حقك تبحث علميا حتى كنا. دونك مالوروزمون العباد استغلت فرصة كما ما قلت لك، استغلوا فرصة الدوت في الميديسين خاطر ظهرت دوت كبيرة برشا. Covid, il a montré qu'on ne tient pas la vérité absolue en médecine, malheureusement.
Et on n'est pas des scientifiques de haut niveau en médecine, malheureusement. Ici, l'OMS, elle a dit ça, elle a publié ça. Donc, l'عباد استغلت الفرصة, ils nous vendent tout. كل شيء اللي يتقال يعني ساعات نخاف في دي بلاتو انت تحكي على الريزو ساعات نشوف دي بلاتو تي في يجيبوا عباد خاصة عندنا لنا في البلاد هذه سواء راديون ولا تلفزة اللي يجيبوا فيهم تو نحبش نكريتيكي العباد برشا ما شوف عباد يقدموا على اس كوتش دي نيتريسيون ونيتريسيونيست وجي سي با كوا ساعات تسمع كلام تقول سبحان الله سي بور سيلا نوت كوليغ لوسكيل ا بارلي دي لانستيتيو دي نيتريسيون on pose beaucoup de questions. Si on a une vraie institut de nutrition, on ne voit pas ces types de plateaux et ces types de coachs qui sont sur tous les radios. Et malheureusement, كما ما قالت يقنعوا أنا عندي في عائلتي نتحارب ويصدقوهم هما وأني كي جو سي با كوا يقول لك نو أنت كونسيرولوج اقعد في الكونسير يهديكم أنا يقول لك اقعد في الكونسير يهدي راني عندي دكتوراه في البيولوجي موليكولير راني عندي دي في البيوشيمي البيوشيميست هو نيتريسيونيست دكتور Le biochimiste, c'est lui qui a étudié le métabolisme. C'est quoi cette histoire de قلت لكم راهي النيتريسيون سيونس جديده ما كانتش موجوده داخله ديجا كيما قاعدين يشفتوا في العباد من الاليمونتاسيون اللي هي داخله للنيتريسيون وديجا ما ثماش لي نوسيون سون تري بيزي كار لي زيتيد اللي حاطيناهم شوفوا في لي زيتازيني ثم الهيئه نتاع الزراعه والتغذيه سي با الاف دي اي اس دي ا نتاع باغ اكزومبل اللي تحكيها على العظم على لي زو سي تري كونتراديكتوار تقول لك عمرك ما تقول العظم راهو تري بينيفيك بور لا سونتي عمرك ما تقول بينما نشوفوا دي لوت كوتي الاف دي اي وشوفوا دي جي سي با كوا دونك لا نيتريسيون مازال دومين دي ريشيرش جديد لازمنا باللي زوتي نتاع اليوم على خاطر زيتي توت لي زيتيد لا بريبار صاروا في لي زاني 90 ولي زوتي نتاعنا ما كانوش اوسي بيرفورمانت كي لي زوتي اللي عندنا اليوم هذاك علاش اللي قاعدين نتكلموا فيه نقول ديما نيفو دي بروف حتى في الويل دوليف راهو لازمنا نعملوا هذه فرصه باش نعملوا دي زيتيد دي زيسي avec des normes et avec des outils performants et de notre époque باش ما كانش ما نجموش نواصل ان شاء الله ايوه malheureusement Bonjour, Heikel Zdiri, je suis pharmacien. سامحني ما Heikel Zdiri. شرفين Je suis شرفين pour la nutrition et l'alimentation. Est-ce que vous pouvez un modèle de régime sain en général, au moins préventif côté oncologie et tout ça. Donc, et ça en parlant aussi du médecin égyptien, est-ce qu'il y a un régime sain spécifique? هو اني بريفونتيف ميرسي على الكيستيون تاعك مي مره اخرى اني تعرف معناها جو سوي بارمي لو بير فونداتور دي لا ميديسين بيرسوناليزي كل شخص وعنده حاجه يصدقت ما نجمش الواحد عنده مثلا ما عندوش لاكتاز ونقول له خذ الحليب فهمت ثاني حاجه اذا نحبوا ننصحوا اون جينيرال بالنسبه للونكولوجي الكونسيرولوجي لازمنا نبعدوا على كل ما هو راديكو ليبر دونك لي زونتي اوكسيدون سا سرا تري بينيفيك manger équilibré c'est la meilleure façon de manger يعني يجوني ساعات مرضى يقول لي الطبيب نتاعي قال لي ما تاكلش السكر l'idée sont jetées le cancer il est là c'est la première fois j'ai eu le choc de ma vie lorsque j'étais formé par un médecin يقول لي patient cancéreux phase 3 ويحب يتكيف تقولوا له يتكيف ولا كلنا رفعنا صوابعنا قلنا ما يتكيفش قال كلكم غلطين انت سيء في خليه معناها لي دي سون جيتي معناها فهمت دونك انا ما نحبش نقول لكم كما هكا نقول لازم الانسان ياكل اكيليبري وما ثماش ما احسن من الانسان هو وحده باش يحدد من الانسان الواعي بار كونتر مش انسان يشوف في كرشه واحنا عندنا مشاكل تونس يبدا يشوف في كرشه هكا ما يعرفش اللي ثم ستياتوزيباتيك الداخل وهو اللي خلاه عمل هذاك لازم يفيق على روحه السيدونتاريتي اعظم راهم الماكله الكور ايمان كما ما وريتكم افيك دي زيتيد هذوما سيونتيفيك افيك النيفو هذه السي ميم l'essai أعلى من l'étude. L'essai, ça veut dire تجرب على البشر. Donc, qui montre que le corps, il s'adapte à la nutrition. Il il va bloquer des voies de signalisation, il va créer d'autres voies, il va s'adapter. Mais le corps, il ne s'adapte pas à la sédentarité. خاطر كما ما قلت لكم الإنسان تخلق شاسور تخلق متحرك ما تخلقش سيدونتير في الدار والماكله تجيه للدار وجو سي با كوا دونك il faut bouger il faut توا احنا في فرنسا نكتبوا في الاوردونونس اكتيفيتي فيزيك ادابتي
هو اللي رومبورسي، معناها ما تدفعش تمشي لسال دي سبور وما تدفعش فلوس، خاطر لاكتيفيتي فيزيك الي ريكوني كوم ان ميديكامون، هي ان ميديكامون افيكاس في كي لي رومبورسي، car les médicaments qui ne sont pas connus efficaces, ils ne sont pas remboursés. فهمت؟ Donc une activité adaptée كيقولوا adaptée حسب العمر، كيما نيتريسيون adaptée. ريت احنا طب ولا العائلات صغيرك ما تعطيش، تبدا بشويه بشويه في 6 شهور تدخل له مع الحليب لي بوم دي تير مرحين، ساش كو ثم حاجه اسمها عمر لا كرونو نيتريسيون، العمر المرتبط بالاكل. حكيت لكم في ال50 عام المصارن ياخذوا من لابور بروتينيك، لابور دي بروتيين نتاعنا ياخذوا 50% ليهم هما. دونك تدوا من 50 عام تزيد فك الفراكسيون نتاعك نتاع البروتيين. دونك شاكا سا ريجيم، ما نجمش نقول للناس زاد كلكم كلوا الخضره وكلوا، خاطر ثم عباد عندها دي كولوباتي ومعروفه ومنتشره برشا في دي بوبيلاسيون كيفنا احنا في المغرب، على خاطر سافي il y a des maladies inflammatoires qu'on appelle ميكي، maladie inflammatoire دي كولون ودي الانتستان، معروفه عند لي جويف الى الافريك دي نور، على خاطر الافريك دي نور كانت كل الامازيغ كانوا جويف قبل ما يكونوا. دونك عندنا المالادي هذه سيت كولوباتي ما يساعدهاش مثلا الخضره اللي هي اليي دي سونتي، راهو ثم دي زوليغو اليمون يجيو كانش من الخضره. مي وقت تبدا عندك كولوباتي نسميوها مصرانه خشينه، ما تنجمش تاكل الخضره خاصه النيه. فهمت؟ J'espère que j'ai bien répondu à votre question. مش طول معنا. Il faut modérer. Maintenant, les sucres et tout ça, les sucres transformés, il faut les modérer. L'alcool, il faut les modérer. Tout est question de modération et diversité. Il faut diversifier ce que vous ramenez. Donc, merci beaucoup, Simoaz. Donc, نشكرو برشا على انه خذا la peine de faire le déplacement spécialement باش يحضر معنا في الفورم scientifique. Donc vraiment c'est un réel plaisir donc de vous retrouver, donc un ami de classe, et ça fait plaisir de voir ses amis rayonner. Merci. يعيشكم، merci عليك يا معز. Donc